Bienvenue sur Fleur d'Avocat. Je suis Lila Louise Maréchaux et dans ce podcast, je vais à la rencontre des avocats bien dans leur robe. Et avant de vous présenter mon invité du jour, je voulais vous dire que les portes de la formation Développer sa clientèle sont sur le point de s'ouvrir. Parce qu'en réalité, des informations globales sur comment est-ce qu'on communique, comment est-ce qu'on crée du contenu, l'importance d'avoir en tête son client, enfin... Souvent, en fait, vous avez quand même déjà des notions de ce qu'il faut faire pour passer dans une dynamique proactive de recherche de clientèle. Mais ce qui fait défaut, c'est surtout le fait de vous y mettre, de prendre du temps pour ça, du temps pour réfléchir aux clients que vous voulez servir, du temps pour clarifier ce que vous faites pour eux, du temps pour réfléchir à la manière dont vous allez communiquer et ensuite pour mettre en place ces actions de communication. Vous vous posez plein de questions aussi sur les honoraires qui, d'une certaine manière, vous bloquent et vous empêchent d'avancer. Enfin, en tout cas, vous restez au stade du questionnement. Et donc, pour tout ça, moi, j'ai construit ce programme d'accompagnement, 6 mois, des vidéos de e-learning. Toutes les 2 semaines, on se voit et on fait le point en groupe et aussi 3 heures d'accompagnement individuel. Avec bien sûr en dehors de tout ça, je suis très présente pour vous accompagner dans toutes les actions que vous mettez en œuvre. Si vous vous reconnaissez dans tout ça, je vous donne rendez-vous sur mon site internet fleurdavocat.fr. Il y a un onglet formation avec un accès à la formation Développer sa clientèle. Inscrivez-vous et vous pouvez dans ce cadre-là prendre rendez-vous pour qu'on puisse discuter de votre projet et voir si mon accompagnement est adapté ou pas à votre situation. En tout cas, je serais ravie de passer ces 6 mois d'accompagnement avec vous et de voir s'opérer votre transformation comme je l'ai vu s'opérer dans mes clients jusqu'à maintenant. Cela étant dit, j'ai le grand plaisir de reprendre la diffusion du podcast après cette pause du mois d'août avec l'interview de maître Teddy Franciso, qui est avocat au barreau de Montpellier depuis la fin de l'année 2018. Il pratique un petit peu le droit pénal, mais surtout le droit du travail et défend avec une défense exclusive des salariés. C'est un parti pris militant de sa part. Et c'est une interview que je trouve importante parce que il a abordé avec... à la fois beaucoup de franchise, mais aussi beaucoup de délicatesse, des sujets qui ne sont pas des sujets qu'on aborde tous les jours dans le podcast, des sujets sur l'accès à la profession d'avocat pour les personnes qui sont issues de milieux populaires, des sujets, le sujet de la santé mentale, le sujet bien évidemment de la rentabilité de son activité et du début de son développement. On a aussi parlé d'indépendance et de la manière dont il a pu se permettre, venant de là où il vient, de s'installer directement à son compte plutôt que de passer par la case collaboration. Voilà, je ne vous en dis pas plus, mais en tout cas, je trouve que c'est une interview qui est inspirante, plus qu'inspirante, qui est importante. Voilà. Je vous souhaite une excellente écoute. Je vous dis à la semaine prochaine. Bonjour Teddy Franciso. Bonjour Lila Louise Maréchaux. Merci d'être mon invité sur Fleur d'Avocat. Merci d'être venu me voir. Ça me touche. Voilà, c'est saisissant. Avec plaisir. Surtout que je précise aux auditeurs que je suis reçue. Il est 15h à Montpellier. Il fait 30 degrés. Et je suis donc reçue avec une bouteille de vieux rhum. Transporté en voilier depuis la Martinique. C'est ça, c'est du rhum martiniquais. C'est un plus de 50% d'alcool. C'est ça, 56,5%. Donc tout va bien se passer. Voilà. Donc Teddy, comment et surtout pourquoi est-ce que tu es devenu avocat ? Alors, le comment est intéressant parce que ça s'est fait au moyen d'un parcours assez atypique, c'est vrai. Il se trouve que j'ai eu une enfance qui avait ses particularités, mais qui m'a conduit à aller vers un lycée professionnel, dans lequel j'ai fait un bac professionnel des métiers de la comptabilité. Il se trouve qu'à l'époque, je voulais devenir entrepreneur, mais j'étais pas assez travailleur pour faire les filières S, ES, etc., etc. J'ai même pas eu mon brevet, c'est pour vous dire. Et donc, j'ai eu mon bac sans difficulté.
Il se trouve que à l'époque, je voulais aller à l'université parce que ça me paraissait le parcours un petit peu logique, hein, collège, lycée, université. J'ai appris que les BTS et les DUT existaient quand j'étais dans ma deuxième partie de bac pro. Je savais pas que ça existait. Et en fait, c'est des filières dans lesquelles on conduit naturellement les personnes qui sont, en tout cas à l'époque, qui étaient titulaires d'un bac professionnel des métiers de la comptabilité. Et j'ai pas choisi ce parcours-là. Je voulais vraiment aller à la fac. Et en plus, je voulais aller en fac d'économie. Pourquoi la fac d'économie en particulier ? Mais parce que, voyez-vous, j'étais dans une famille où je considérais que j'étais pauvre. Je voulais être plus riche. Pour être plus riche, l'idée c'était d'être entrepreneur. Pour être entrepreneur, il faut savoir comment l'économie fonctionne et ça s'est fait un petit peu comme ça. Ok. Et donc je me suis inscrit, à l'époque c'était la fac de Jussieu, je ne sais plus comment elle s'appelle cette fac puisque maintenant elle a déménagé. C'était à l'époque Paris 7. Et donc avant même d'y aller, il y a un événement, je pense, qui a été plus ou moins un tournant dans la manière dont j'ai perçu le système scolaire. C'était qu'avant de m'inscrire à la fac, j'avais quand même demandé à la conseillère d'orientation de mon lycée de venir faire une intervention dans notre classe pour nous expliquer qu'est-ce que c'était que la fac, qu'est-ce que c'était que l'université, comment y accéder, etc., etc. Il se trouve qu'après le bac, quel que soit le bac, en tout cas à l'époque, aujourd'hui je ne sais pas si c'est toujours le cas, on pouvait s'inscrire à l'université de droit. Donc j'attends qu'elle nous fasse un discours sur qu'est-ce que c'est que l'université, comment s'y inscrire. Donc elle arrive en classe, elle me dit d'accord, hein, au moment où je suis en entretien dans son bureau, elle me dit d'accord, il n'y a pas de problème, je vais faire ça. Au moment où elle arrive en classe, elle nous présente un 4 pages avec en titre ANPE, Cap vers l'emploi. Et dans ce 4 pages, on nous propose des formations de 1 an, de 2 ans, qui ne sont pas nécessairement des BTS ou des DUT, mais qui sont des formations dans lesquelles on va nous apprendre à nous insérer dans le milieu professionnel, à nous comporter correctement, à nous faire des CV, des lettres de motivation, etc. Enfin, c'est assez lamentable, quoi, comme projet. Et à l'époque, j'avais énormément de problèmes avec l'administration de mon école, et donc je commençais déjà à me lever, et puis j'allais la houspiller, quoi. Et heureusement, c'est une amie qui m'a retenu, qui m'a dit c'est bon, tu as déjà suffisamment de problèmes, subis, de toute façon, on trouvera d'autres moyens d'obtenir des informations utiles. Donc c'était très frustrant, parce que d'une certaine manière, on avait la volonté de m'enfermer dans quelque chose dans lequel je ne voulais pas rester enfermé. Donc j'ai fait fi de ça, et je suis quand même allé m'inscrire à la fac de Jussieu, en fac d'économie. Il y a ce côté où vous êtes allé à la recherche de l'information. Enfin, il y a eu une démarche d'ouverture et au contraire de questionnement vers l'ouverture, et enfin, je veux dire, ça n'a été que plus enfermant. Enfin, ouais. C'est terrible parce qu'il y avait des gens qui étaient extrêmement brillants en fait dans ma classe et qui auraient certainement mérité de faire des parcours peut-être plus intéressants que ce qu'ils ont été amenés à faire par ailleurs. Ouais. Donc, et donc vous êtes quand même allé en fac d'économie ? Alors c'est même un peu plus compliqué que ça parce qu'au départ je voulais faire une filière qui avait été indiquée dans un magazine qui s'appelle, je crois, Onicep, dans lequel ils indiquaient qu'il y avait une filière éco, sciences politiques, etc., etc. Et donc moi je voulais aller plus en sciences politiques qu'en économie. Donc j'ai voulu m'inscrire là-bas. Il se trouve que cette filière-là n'existait pas vraiment. Elle n'existait pas parce qu'elle n'avait pas été validée, semble-t-il, par le ministère de l'Éducation nationale. Et donc, je me suis retrouvé dans une espèce de filière qui ressemblait un petit peu plus. C'était une filière histoire et sciences politiques. Et alors là, c'était la catastrophe. C'était la catastrophe. Mon premier cours d'histoire en travaux dirigés, le prof expliquait pourquoi est-ce qu'il était historien et pourquoi est-ce qu'il adorait aller aux archives, ouvrir un bouquin, humecter l'odeur de la poussière de ce bouquin, etc. Je vous jure que c'est vrai. Je suis resté même pas 10 minutes. Je me suis levé et je suis parti. Je suis admiratif des gens qui sont intéressés par ça, vraiment. Mais c'était pas mon cas. Et je crois qu'en plus, le professeur, il s'est senti un petit peu vexé parce qu'il m'a demandé pourquoi est-ce que je partais. Ben oui. Et ben, je lui ai simplement répondu la vérité, c'était que ça ne m'intéressait pas. Et j'ai fermé la porte. J'en suis vraiment désolé, sincèrement, mais ça ne m'intéressait pas. Du coup, c'est là que j'ai pu m'inscrire en économie, puisque je me suis dit, voilà, sciences politiques, économie, c'était assez proche.
Donc, je m'inscris en économie. Très intéressant. J'ai compris quelque chose que j'avais pas compris l'année précédente. C'était, on était à l'époque où il y avait, je sais pas si vous vous souvenez, le traité constitutionnel européen. Ouais. C'était en 2005, il y avait eu un référendum, le non l'avait emporté assez largement. Il se trouve qu'à l'époque, j'avais 2 heures de transport pour aller au lycée, 2 heures de transport pour en revenir. Et donc, quitte à rendre ce temps de transport inutile, utile, j'ai lu le traité. Et je l'ai lu plusieurs fois. Et c'était joli. Il y avait des mots qui étaient intéressants. Il y avait le mot solidarité, le mot partage, le mot, les mots social, sociaux, etc. Une économie sociale de marché, c'était quelque chose qui m'avait très intéressé. Donc c'était intéressant. On avait parlé de concurrence libre et non faussée. Donc c'était des termes, voilà, je me dis, bon, c'est plutôt logique, cohérent, etc. Et donc je suis allé en économie et j'ai compris tout ce que ces termes voulaient dire. Je confesse, j'ai voté oui à la Constitution européenne. Et je le regrette, je l'ai regretté. Je sais plus ce que j'ai voté. C'était il y a tellement longtemps. Et je regrette aujourd'hui parce que le fait d'être allé en fac d'économie m'a permis de comprendre que la concurrence libre et non faussée, c'était une reformulation juridique de la concurrence pure et parfaite. Et la concurrence pure et parfaite, c'est une espèce d'absconserie néoclassique qui est absolument inapplicable compte tenu du contexte social et des relations que peuvent avoir les groupes sociaux entre eux. Et donc c'était intéressant. Mais c'était quand même inaccessible pour moi parce qu'il se trouve qu'en fac d'économie, il y avait des mathématiques. Et des mathématiques très poussées qu'on fait pas et qu'on n'est pas capable de faire quand on est issu d'un bac professionnel, le métier de la comptabilité. Ouais. Donc j'ai été obligé de quitter cette filière-là aussi. Au bout de combien de temps ? Comment ? Au bout de combien de temps ? Au bout de... ça a duré 1 an en fait. Je suis resté 1 an, j'ai quand même tenu 1 an. Et on va dire que j'ai été pragmatique dans le sens où les seules matières dans lesquelles j'avais la moyenne, je veux dire dans toutes les matières, j'avais des 3, des 4, etc. J'étais mauvais. Je comprenais pas les textes que j'ai étudiés, je savais même pas quelles informations pertinentes je devais récupérer des textes et développer dans mes rédactions. Donc j'étais bête, enfin voilà, la filière bac pro comptabilité et je pense certaines filières bac pro, on n'apprend rien. Juste ce dont le marché aurait besoin. Si on a besoin de comptable, on apprend la comptabilité, c'est tout quoi. Je suis sorti du lycée, je savais même pas que la Révolution française avait eu lieu en 1789. C'est des choses qui m'étaient totalement étrangères. Et alors, les seules matières où j'avais la moyenne, c'était les matières juridiques, parce que j'avais pris des options juridiques. Donc introduction au droit, droit des institutions, etc. C'est les seules matières où j'avais la moyenne. Je me suis dit, bon écoute, tu vas pas te casser la tête. Si tu arrives là-dedans, tu vas faire ça. Et puis l'année d'après, je me suis inscrit j'ai demandé à être inscrit à la fac de Nantes, de Lyon et de Montpellier. Sauf erreur de ma part, je crois que c'est Montpellier qui m'a refusé et Lyon qui m'a pas répondu ou l'inverse. Alors que Nantes m'a proposé d'envoyer mon dossier d'inscription. Donc j'avais fait ça un peu en loose day, j'avais rien dit à mes parents. Et je crois que c'est un mercredi, j'ai reçu la réponse de la fac de Nantes. Je me suis entretenu avec mon père sur le champ, je lui ai dit écoute, je vais partir. Et 2 jours après, j'étais parti. Et ça a été dur de partir ? Alors, non, c'était pas dur. Non, c'était pas dur, c'était libérateur. Parce que j'avais besoin d'autonomie à cette époque-là. Et je voulais plus vivre chez mes parents. Et c'est tout bête, mais avec la distance, je gagnais, je crois, 1 point sur les bourses. Donc ça m'a permis d'avoir des bourses un petit peu plus intéressantes pour pouvoir payer un loyer. Et donc c'était plutôt libérateur qu'autre chose. Et j'en suis très content. Et c'est d'ailleurs à Nantes que j'ai rencontré mes meilleurs amis. Voilà. Ouais. Donc arrivé à Nantes en fac de droit, première année ? Première année de droit, oui, tout à fait. Donc finalement, non, c'est nul de calculer en termes de retard, donc je vais pas le faire. En fait, pas quoi. Peu importe, j'assume totalement. Non, mais même moi, je trouve ça nul. Enfin, je veux dire, moi, si on prend si la date du bac, c'est censé être la date. Sans redoublement, en fait, je trouve ça nul. De toute façon, on peut y aller. Moi, j'ai fait le Grand Chelem. Le Grand Chelem ? Oui, j'ai fait le Grand Chelem. C'est quoi le Grand Chelem ?
Le grand chelem, ça veut dire que j'ai fait chaque année 2 fois. Ok, en fac de droit aussi? En fac de droit. Mais comme Ganaëlle Soussan, que j'ai interviewée, qui fait du droit de l'immobilier, et elle a fait ses études à Bordeaux et elle a redoublé chacune de ses années. Ben, j'ai fait exactement la même chose. Je sais pas si c'est exactement les mêmes raisons, mais voilà, il se trouve que j'étais bête, donc il y a des choses que je comprenais pas, que j'assimilais pas très facilement. Et puis il y avait aussi le fait que quand j'étais en éco à Jussieu, j'ai aussi participé à la grève contre le CPE. Le CPE, c'était le contrat première Ça, je m'en souviens. embauche. Ouais. Voilà, de Dominique de Villepin, avant qu'il soit pris malgré lui dans l'affaire Clearstream. Euh, donc j'ai eu une approche de ce qu'était le militantisme. Et donc, lorsque je suis rentré à la fac de Montpellier, donc l'année d'après, très directement, je suis allé m'inscrire dans un syndicat qui était le syndicat, à l'époque, ça s'appelait Sud Étudiants. Et donc, j'ai passé quand même beaucoup de temps à militer et ça a pris un petit peu le pas sur... Les études de droit aussi? Exactement. Ouais. Donc redoublement à chaque année. Et quand même, ça vous plaisait le droit? En fait, je choisissais mes matières d'une certaine manière, c'est-à-dire que les matières qui me plaisaient, je les bossais, je pouvais avoir de bonnes notes, et les matières parce que forcément je travaillais dessus, j'étais intéressé, les matières qui me plaisaient pas, j'avais de très mauvaises notes parce que je les bossais beaucoup moins. Et c'était quoi les matières qui vous plaisaient? Alors, je me souviens plus exactement parce que ça date, mais les matières qui me plaisaient vraiment en première année, c'était le droit constitutionnel, le droit de la famille, les matières comme ça qui me semblaient utiles entre guillemets au quotidien, parce que le droit constitutionnel, ça me permettait de savoir comment fonctionnaient les institutions politiques, et le droit de la famille, ça me permettait de savoir comment fonctionnent les rapports intrafamiliaux, en fait. Et il y avait toujours des personnes qui sont exposées à des situations de divorce, des personnes qui sont exposées à des situations de filiation, etc. Donc ça devenait tout de suite intéressant, et puis ça donnait quelque chose d'un peu, d'un peu intelligent au parcours que pouvaient traverser les personnes. Et puis je pouvais leur dire, ah mais t'as eu ce problème-là, ben voilà, regarde, moi j'ai étudié ça et j'ai vu qu'on pouvait faire telle chose, etc., etc. Donc ça devenait tout de suite très intéressant, très palpable. Et puis ouais, je me rappelle plus exactement des autres matières que j'ai pu apprécier ou détester, mais j'ai un souvenir absolument très net du fait que les matières administratives étaient déjà des matières que je rejetais presque épidermiquement. J'y arrivais pas. Ça, j'y arrivais. Je crois que j'ai jamais réussi. Et au fur et à mesure de ces années, comment est-ce que vous vous projetiez? C'était délicat. Je dois dire que je me suis pas beaucoup projeté parce que, compte tenu de mon parcours, je suis arrivé là pas par choix mais par défaut. Donc. Et vous êtes resté là par défaut aussi? Bah ouais, puisque de toute façon, ça servait à rien que je cherche à faire autre chose. Je pouvais pas faire des sciences dures parce que j'avais pas la mémoire et les capacités suffisantes. Je pouvais pas faire sociologie malgré le grand intérêt que je porte pour les études de sociologie, parce que dedans il y avait des statistiques. Et donc les statistiques, ça ressemble un petit peu trop aux mathématiques pour moi, donc c'est pas possible que j'aille dans ces filières-là. L'histoire, j'ai une mauvaise mémoire, donc ça matchera pas. Enfin voilà, je suis resté par défaut, ouais, je suis resté par défaut parce que j'avais pas le sentiment de pouvoir faire autre chose. Mais oui, ça a fini par m'intéresser au final. J'ai jamais vraiment su ce que je pouvais faire. Parfois, je me disais, bon, je vais rester là-dedans, on va voir. Peut-être que je finirai par être enseignant, ou alors peut-être que, je sais pas, on peut très bien essayer un certain nombre de concours de la fonction publique, etc. L'idée d'être avocat, ça m'est venu pas mal sur le tard, et surtout au moment où j'ai commencé à me dire, à me demander si j'étais capable de travailler pour quelqu'un. Ah ouais? Il se trouve que j'ai une personnalité qui est ce qu'elle est, qui me rend dire quoi, qui est ce qu'elle est? Je peux être amené à avoir du mal à travailler avec les gens, de manière générale, parce que j'aime assez peu qu'on me dise comment faire, pourquoi, etc. Et j'aime pas rendre des comptes. Voilà. Je préfère assumer mes responsabilités lorsque je travaille. Et ça m'a paru totalement inaccessible de pouvoir travailler pour quelqu'un. Donc le salariat, c'est pas possible. La fonction publique, c'est plus accessible, mais malgré tout, on est quand même placé sous la hiérarchie de quelqu'un.
Donc je me suis dit quel métier va me permettre de travailler pour moi-même sans être exposé à la hiérarchie. Bah, c'est à tout le moins, si ce n'est d'être entrepreneur, au moins d'exercer une profession libérale. Et donc je me suis tourné vers la profession d'avocat. Et entrepreneur, vous avez complètement lâché du fait de... En fait, pour plein de raisons. C'est-à-dire que en vrai, pour être entrepreneur, il faut avoir un capital. Voilà, moi j'en avais pas. Ouais. Donc de toute façon, même si j'avais voulu, ça aurait été inaccessible, ou alors il aurait fallu demander je ne sais combien de subventions à je ne sais combien de personnes, et en attendant, vivre dans une précarité que je voulais quitter le plus rapidement possible. Enfin voilà, c'était délicat. Donc non, et puis de toute façon, je crois qu'un avocat en libéral, c'est quand même un peu un entrepreneur aussi. C'est donc carrément je me un suis entrepreneur. pas... Bah ouais. Non, mais c'est... Enfin, parce que du coup, à l'époque, j'imagine que vous l'assimiliez pas complètement. Non, Avocat, entreprise, enfin... non, hmm. non, pas du tout. Donc Pas c'était du tout. plus... ok. Et du coup, à ce moment-là, vous vous dites... vous en êtes à quel niveau de votre carrière? Enfin, de votre carrière, de votre parcours d'études? Au moment où Où je vous vous choisis dites, la profession je sens d'avocat, je pense que que... c'est un master. Ouais. Ouais, c'est un master. Et quel genre de master? Master droit social. Droit social. Mm. Ouais, en fait, ce master-là, il m'a plu parce que j'étais dans une grande... Avant d'entrer dans le master, en fait, lors de ma deuxième... de ma deuxième année de troisième année, j'ai fait un stage en cabinet d'avocat. Je me suis dit, voilà, en fait, il se trouve que j'avais validé énormément de matières et je m'attendais pas du tout à, si vous voulez, le fait d'avoir fait ma licence 3 en 2 ans, c'était pas prévu. Première et deuxième année, c'était prévu. En tout cas, je savais que je me dirigeais vers ça, entre guillemets, et je l'assumais complètement. La troisième année, c'était pas prévu. Pour moi, j'avais ma licence et je me barrais à Montpellier. Voilà, c'était ça le projet. Il se trouve que ça s'est pas passé comme ça. Pourquoi Montpellier? Parce qu'il fait chaud, il y a du soleil, et que j'ai vécu à Paris, Nantes, la pluie, le froid, c'est fini, quoi. Quoi. Pareil, hein, Nantes, bon. Autant les gens sont sympas, ils sont cool. Vraiment, les Nantais, big up, hein, parce que c'est peut-être les gens que j'ai eu le plus de plaisir de rencontrer. En fait, mon premier jour à Nantes, je m'en souviendrai toute ma vie. Je suis parisien, donc je fréquente les transports parisiens au quotidien. Les gens ont des visages fermés, sont fâchés. Si tu les regardes, ils sont méfiants, etc. Donc c'est très délicat la vie parisienne et le transport parisien. Quand je suis arrivé à Nantes, la première personne dont j'ai croisé le regard dans la rue m'a fait un sourire. Pour moi, c'était incongru. Alors que c'était juste une manière de, bonjour, salut, et puis voilà, on se croise, quoi, et puis voilà, on est des êtres humains, tu vois, on est des êtres sociaux, tout se passe bien, tout va bien, il n'y a pas de problème, tu vois. Ouais. Et non, pour moi, c'était incongru, ça m'a surpris, et c'était agréable en même temps. Donc non, c'était très apaisant. Donc en tout cas, deuxième, troisième année qui n'était pas prévue, master droit social, vous vouliez aller au master droit social à Montpellier. Et je voulais aller au master droit social à Montpellier, mais avant ça, j'ai fait un stage dans un cabinet d'avocats auprès d'un avocat qui s'appelle Yann Chou, qui est aujourd'hui avocat honoraire, et j'ai fait du droit pénal avec lui. Il se trouve que j'étais déjà dans une réflexion en troisième année pour savoir comment est-ce que j'allais me démerder. Je me suis dit, bon, compte tenu de mon expérience de militant, de mon expérience à la fac de droit, j'avais le sentiment d'avoir à peu près 2 voies qui m'étaient ouvertes. Soit je devenais avocat, mais j'étais pas certain de vouloir faire ça parce que ça impliquait un certain nombre de choses auxquelles j'étais pas forcément prêt. Le fait de se lancer tout seul, c'est pas forcément évident au départ. Est-ce que on va pouvoir lier sa pratique, ses convictions avec sa pratique professionnelle? C'était déjà délicat à ce moment-là. Et je me dis, je peux aussi faire chier le patronat en devenant inspecteur du travail. Donc j'étais un peu partagé entre les deux. C'est bon, vous avez compris que j'étais un gauchiste. C'est pas tellement la question de gauchiste ou c'est plus que c'est l'aspect genre comment est-ce que je peux faire chier quelqu'un. Ah ouais, c'est vrai, c'est une mauvaise mentalité, hein, je vais me flageller. Mais ouais, non, je plaisante. Mais ouais, c'était un peu ça la mentalité que j'avais à l'époque. Et du coup, j'ai fait ce stage en cabinet justement pour voir si je pouvais me plaire dans la profession d'avocat. Et en fait, c'était absolument jouissif. C'était jouissif parce que j'avais accès au parcours des gens et je me suis rendu compte que parfois le déterminisme y joue énormément, quoi.
Et quand il y a des gens qui ont ces parcours-là, même s'ils peuvent avoir commis des choses qui peuvent être atroces, hein, ou des choses qui sont moins graves aussi, ou qu'ils ont été victimes de choses qui sont atroces ou moins graves, je me dis, peut-être que ces personnes-là, elles ont besoin d'avoir quelqu'un qui parle à leur place quand elles ne peuvent pas s'exprimer, ou qui donne des mots différents, ou qui traduisent juridiquement ce qu'ils peuvent ressentir. En tout cas, quand tu fais ça, tu te sens utile, quoi. Donc ça m'a énormément touché. Et puis travailler avec Yann, c'était un bonheur absolu parce qu'il se trouve qu'il est extrêmement brillant et qu'il m'a appris beaucoup de choses sur la manière dont fonctionne le droit pénal. Et finalement, à la fin de ce stage, ma réflexion, c'était de savoir est-ce que j'allais devoir faire un master de droit pénal ou un master de droit du travail, puisque c'était du coup les deux matières qui m'intéressaient et qui m'intéressaient très particulièrement. Impossible de faire les deux. Il y a des gens qui ont le courage et la ténacité de faire deux masters en même temps. Moi, je peux pas. Et je me suis dit, bon, le droit pénal, compte tenu de la pratique qui m'a été donnée à voir, c'était une matière qu'il fallait pratiquer. Donc, je me suis dit, on va faire des stages, on va faire d'autres stages, on va se former au droit pénal, mais pas à la fac. Mieux vaut que je fasse un master de droit social, qui est essentiellement un master de droit du travail, parce que le droit du travail, c'est très formaliste. Voilà. Les conditions sont remplies, ou les critères sont remplis ou pas, et donc on applique les conséquences juridiques ou pas, ou le régime juridique ou pas. C'est clair, c'est net, il y a pas de... Enfin, c'est moins porté à la discussion, à l'interprétation, je trouve, hein. Peut-être que je me trompe, après c'est mon interprétation, que le droit pénal. Le droit pénal, il faut raconter une histoire, il faut partager un certain nombre de choses qu'on n'est pas nécessairement obligé de faire dans tous les dossiers de droit prud'homal. Voilà. Donc je fais mon master de droit social. C'était ce qui avait de plus intelligent, et j'ai quand même gardé l'idée de faire en pratique, c'est-à-dire de faire des stages dans des cabinets qui font du droit pénal. Et comment est-ce que vous avez trouvé ce stage avec Maître Patachou? Oui, là, je suis... Pourtant, vous avez vu que deux. Ça fait un peu de but de gorgée. Ça, c'est les restes de la soirée d'hier. Donc, comment est-ce que... C'est pas Maître Patachou, c'est Maître Chouk. Comment est-ce que vous l'aviez trouvé? Génial, en fait, génial parce que c'est quelqu'un qui avait énormément... Non, mais comment? C'est-à-dire, comment vous l'avez trouvé, ce stage? D'accord. Alors là... Ok. J'ai envoyé un mail à tous les avocats pénalistes et tous les avocats travaillistes du barreau de Nantes, en tout cas ceux qui étaient spécialisés, puisque j'avais fait à l'époque l'annuaire du barreau de Nantes. Et j'avais expliqué que certes, je voulais me former à l'exercice de la profession d'avocat, en tout cas voir comment ça fonctionnait à tout le moins, mais aussi quelque chose qui, je pense, a attiré son attention. J'ai dit que j'avais besoin aussi que mon actif disponible puisse correspondre à mon passif exigible. Autrement dit, disponible puisse correspondre à mon passif exigible. Je ne comprends pas cette phrase. En gros, c'était une manière un peu subtile de leur dire donner l'argent. Parce que travailler gratuitement, je pouvais pas. J'avais encore des loyers à payer, etc. Bon, voilà, c'était assez délicat. Puis en plus, j'avais redoublé suffisamment de fois pour ne plus avoir accès à la bourse. Donc, il fallait que j'ai quand même une source de revenus. Okay. Donc, je demande un stage. Je suis qu'en 3e année et je demande aussi de l'argent. Quel avocat va donner de l'argent à un 3e année? J'en ai trouvé un. Il m'a pris sous son aile, il m'a très bien formé et il m'a rémunéré parce que il m'a dit une chose qui me paraît tout à fait évidente en qualité de gaucho, c'est que tout travail mérite salaire. Voilà. Et effectivement, j'ai travaillé pour lui. C'est bien, c'est un bon filtre de trouver un patron avec qui ça... Enfin, je veux dire, c'est un filtre de patron avec qui ça risque mieux de fitter, quoi. Ouais. Ouais, je pense que c'était aussi ça l'idée, c'était que je me disais qu'il y avait énormément de gens qui n'allaient pas répondre à cause de ça, mais j'avais l'espoir qu'il y ait au moins une ou deux personnes qui répondent et c'est arrivé, donc j'ai eu énormément de chance. Mais malgré tout, ça s'est pas fait tout seul, c'est-à-dire qu'il m'a fait passer un espèce d'examen d'entrée. Il voulait pas me prendre au départ,
Malgré tout, on a quand même rigolé assez bien. Alors il s'est dit que je vais lui donner sa chance. Et donc il m'a dit, écoute, je te donne cet arrêt. Je crois que c'était, sauf erreur de ma part, un arrêt de la cour d'appel de Bordeaux. Il y a quelque chose qui va pas dans cet arrêt. Si tu me trouves c'est quoi, je te prends. On était sur un stage de 6 mois. Donc moi, ça m'assurait 6 mois de revenus si jamais j'étais pris. Donc je peux te dire que j'ai stressé, mon gars. Mais j'ai regardé, moi c'était la première fois de ma vie que je voyais un arrêt d'appel. Quand j'étais à la fac, franchement, déjà je lisais rarement la doctrine, rarement les documents qu'on me demandait de lire. Et quand on me demandait de lire des documents, c'était essentiellement des arrêts de cassation. Donc je connaissais les arrêts de cassation, mes arrêts d'appel. C'était long, quoi, il y avait plein de pages, il y en avait plus de 10. Maintenant je rigole parce qu'avec ce que je retrouve aujourd'hui, c'est quand même dense, mais à l'époque c'était pas voilà. C'était pas évident. Et alors, c'est tout bête, mais à la 3e tentative, j'ai trouvé quand même j'ai trouvé quand même là où il y avait une erreur, c'était que il y avait un des prévenus. Il se trouve que c'était le sien, celui qui le défendait du moins, qui était à la fois relaxé dans les motifs et condamné dans le dispositif. Voilà. Et elle était là l'erreur. Donc, ce qu'il m'a dit, c'est qu'il était obligé de faire un pourvoi pour faire casser l'arrêt et qu'on puisse objectiver qu'on puisse objectiver sa relaxe, quoi. Donc, j'ai trouvé la solution. Et au moment où j'ai trouvé la solution, j'ai gagné un stage de 6 mois et donc 6 mois de revenus, 6 mois pendant lesquels je pouvais payer mon loyer. Et ça a été, je pense, un peu le point de départ de ce parcours vers la profession d'avocat. Ouais. Voilà. Après ce stage, finalement, c'était même pas en master, c'était en 3e année alors. Ouais. Voilà. Et après ce stage, vous en avez fait d'autres ? Ouais, j'en ai fait d'autres à Montpellier qui étaient assez courts mais quand même intéressants parce que j'ai mis les pieds un peu j'ai mis les pieds dedans. J'ai commencé à rédiger de plus en plus d'actes. C'était pas facile au début, mais. Et pareil, les stages à Montpellier, vous les avez trouvés en écumant l'annuaire et en parlant d'actifs. Ouais, alors non, du coup. Et passifs disponibles, non. Donc non, pardon, non, pas. J'ai arrêté avec ça. Exigibles. Non, j'ai arrêté avec ça. En fait, ça s'est fait. Enfin voilà, effectivement, je suis allé sur l'annuaire, j'ai demandé à des gens. Il y en a qui m'ont répondu et voilà, ça s'est très bien passé au final. Donc, il n'y avait vraiment pas de souci par rapport à ça. Ça s'est trouvé assez facilement. C'était des stages assez courts. Quand c'est court, on paye pas. Et quand on paye pas, c'est bon. Et du coup, vous travaillez en parallèle des études ? J'ai travaillé par intermittence en parallèle des études. C'était nécessaire, vu que j'ai pris mon temps. Donc ouais, ça m'est arrivé d'être dans la restauration ou de faire d'autres choses, la distribution de prospectus, etc. Ouais. Ok. Et profession d'avocat ? Et profession d'avocat, profession d'avocat. C'était pas facile d'y arriver non plus après le master. Il se trouve que j'ai passé l'examen 3 fois et que je l'ai eu la 3e fois, sachant que je n'ai passé l'oral que la 3e fois. Et qu'est-ce qu'on fait, en tout cas, qu'est-ce que vous avez fait du coup entre les 3 fois ? Travailler. Voilà, j'avais pas d'autre choix. Pareil, dès que je trouvais quelque chose de disponible dans la distribution de trucs ou dans la restauration, je faisais. Voilà, c'était pas non plus, c'était pas énorme, mais bon, j'ai fait ce que j'ai pu, quoi. Et est-ce que ça crée une sorte de déconnexion entre je veux devenir avocat, mes années, je sais pas, c'est quoi l'impact du coup de ces échecs successifs après de très longues études dans une perspective d'un métier qui, j'imagine, faisait pas partie de votre culture, de votre environnement culturel. C'est clair. On est quand même dans un truc, faut se projeter, quoi. Ouais, en fait, c'était très délicat. Après, je sais pas exactement comment j'ai traversé cette période-là. Les choses sont venues telles qu'elles sont. Et puis, comme dans ma tête, j'avais pas vraiment d'autres solutions, je me dis si je peux pas faire ça, je suis pas sûr de pouvoir faire grand-chose de ma vie. Donc, je vais m'acharner et puis je vais continuer à tenter jusqu'à ce que je puisse plus. J'ai droit à 3 fois, je vais les consommer les 3. Et puis voilà, c'est comme ça. C'est un peu comme ça que je suis parti. Donc, je sais que j'ai pas été un très bon élève à la fac. J'ai même mon master 1, je l'ai eu au point du jury.
C'était à une époque où, il se trouve que j'avais commencé l'athlétisme quand j'étais à Nantes. J'avais continué en étant à Montpellier. Parfois, j'étais un peu ballotté entre essayer d'aller tirer quelque chose d'intéressant d'une carrière d'athlète, mais finalement, ça s'est avéré inaccessible parce que les performances n'étaient pas suffisantes, parce que les blessures se sont multipliées. Et d'un autre côté, assurer son avenir. Il se trouve que ça m'apportait beaucoup plus de joie de faire du sport que de faire du droit. Donc parfois j'étais un petit peu partagé. Malgré tout, il a bien fallu que je devienne réaliste au bout d'un moment. Donc je me suis concentré sur mes études juste assez pour obtenir les points du jury à tout le moins. J'ai pas fait de master 2 et j'ai passé l'examen directement après mon master 1 puisqu'on peut passer l'examen après le master 1. Donc gros échec au premier examen, ce qui était assez logique puisqu'il y avait plein de choses que j'avais pas compris. C'est pas grave, je recommence et puis je continue à étudier. Deuxième échec au deuxième examen, j'étais quand même mieux préparé, j'étais plus attentif à ce que je faisais, j'ai plus travaillé et j'ai gagné 2 points. C'était pas mal puisque j'étais au bord de la moyenne. Il suffit de la moyenne. Donc je me dis bon, si entre le premier et le deuxième j'ai gagné le 2 points, peut-être qu'entre le deuxième et le troisième je vais gagner 2 points aussi, ça me suffira. Et ben c'est exactement ce qui s'est passé. C'est exactement ce qui s'est passé. J'ai eu les 2 points de plus et j'ai pu accéder donc aux oraux. Et il y a quand même un truc qui m'a sauvé. J'avais jamais participé aux oraux, même la deuxième fois, puisque j'avais pas réussi à avoir les écrits la deuxième fois. Le truc qui m'a sauvé aux oraux, c'est qu'il y avait encore, je crois que c'est plus le cas aujourd'hui, il y avait une matière de spécialité. C'est-à-dire que à l'écrit, j'avais le droit du travail. J'avais encore la possibilité de choisir la matière de procédure. Il n'y avait pas forcément de correspondance entre la procédure et la matière de spécialité. J'ai choisi procédure pénale, puisqu'il fallait bien que je profite de ce que j'avais acquis chez les avocats pénalistes chez qui j'ai travaillé. Et à l'oral, là où ça m'a beaucoup servi de faire du droit pénal en cabinet, c'est que j'ai choisi la spécialité droit pénal et c'est en droit pénal que j'ai eu 19 sur 20. Et ce 19 sur 20, il m'a sauvé mon grand oral en fait. Parce qu'au grand oral, j'ai pas eu la moyenne. Et franchement, j'étais mauvais. En y repensant, j'étais absolument exécrable. J'étais très mauvais, mais j'avais eu un très bon conseil d'un avocat qui est un confrère aujourd'hui, qui m'a suggéré du moins, si t'es pas sûr de toi, tente autant que tu peux de monopoliser la parole, parce que si tu monopolises la parole, ils te poseront moins de questions. Je me disais, plus il me pose de questions, plus je vais m'effondrer. Donc j'ai fait en sorte de monopoliser la parole, et ça a relativement marché puisque j'ai certes pas eu la moyenne, mais c'était pas trop bas pour que ce soit irrattrapable. Ouais. Et le 19 sur 20 que j'ai eu en droit pénal a rattrapé. Donc je suis passé avec 11. Et d'une certaine manière, compte tenu du parcours assez catastrophique que j'ai eu, il y avait pas mal de gens en fait qui avaient moins que moi. Et donc je me suis dit, moi je vaux 11, un petit peu plus de 11. Et il y a des gens qui ont eu moins que moi, alors que j'ai eu un parcours assez chaotique. Ben, ça veut dire que je vaux peut-être un peu quelque chose alors. Et finalement, ça a eu un double effet, c'est que ça m'a permis d'accéder à une profession que je convoitais, et ça m'a aussi permis de me rasséréner dans mes capacités intellectuelles en fait. Parce que j'avais toujours ce stigmate en fait du gars qui revient du lycée professionnel et qui a rien appris au monde, etc., etc. Donc il y avait toujours cette espèce de truc un peu t'es pas comme les autres quoi. Et finalement j'ai pas eu c'est pas une énorme moyenne, c'est un 11, c'est assez vulgaire, mais c'est un 11 qui fait que j'avais quand même une meilleure note que énormément de gens qui étaient entre 10 et 11 quoi. Donc j'étais quand même assez fier de ce moment-là. C'est vraiment comme ça que je suis rentré dans la profession. Et donc arrivé à l'école des avocats avec 5 ou 6 ans d'écart avec les autres personnes, non? Non, en vrai, oui, c'est vrai, mais au final, il y a aussi des gens qui étaient plus vieux que moi, donc au final, voilà, les gens, en fait, ça arrive assez régulièrement qu'il y ait des gens qui aient des parcours assez atypiques, des gens qui travaillaient puis qui ont changé de parcours, etc. Donc, je me suis pas senti forcément plus vieux que d'autres. J'étais dans la moyenne haute, ouais. Mais j'étais dans la moyenne quand même. Okay. Donc vraiment aucun souci par rapport à ça. L'école s'est très bien passée. J'ai eu quelques soubresauts. C'est quoi ces soubresauts?
Alors déjà, il y a un truc que j'aimais pas et que j'aime toujours pas faire, c'est de m'habiller comme un pingouin. Alors bien sûr, on nous demandait pas de nous habiller comme un pingouin, mais alors de là à s'habiller en jogging, il se trouve que j'aime être à l'aise. Et c'est quelque chose que les écoles de droit n'ont pas forcément, voilà, c'est pas forcément d'accord avec ça. Donc bon, j'ai essayé de faire en sorte de pas croiser les personnes qui étaient pas d'accord avec ça. Donc je filoutais un petit peu. Vous avez pris des remarques sur. Je me suis pris quelques remarques sur mon style vestimentaire. Mais en vrai, c'était des remarques relativement symboliques. C'est pas bien, on est dans une école quand même, avec une certaine profession, qui a un certain standing, un certain standard, etc., etc. Oui, mais bon, c'est quand même une école, quoi. On est là pour apprendre, et puis c'est qu'un vêtement. Enfin voilà, je suis pas exposé à une clientèle, je veux pas plaider en juridiction, et puis je saurais me tenir lorsqu'il faudra que j'y aille. Donc voilà, il y a eu cette espèce de petite négociation un peu avec le directeur de l'école qui est vraiment super, qui est Christophe Stoulza. S'il écoute le podcast, je lui envoie plein de cœurs. Il a été très gentil avec moi. Et puis, la fin de l'école aussi, il y a eu un autre soubresaut qui a déclenché un torrent Twitter. Il se trouve que à la fin de l'école, lorsque j'ai obtenu le CAPA, j'ai ouvert une cagnotte. Alors cette cagnotte, apparemment, c'était la première fois qu'on l'ouvrait. Et j'avais ouvert cette cagnotte parce que j'expliquais aux gens que voilà, j'avais besoin d'un capital pour pouvoir monter mon cabinet. Il n'était pas question que je sois collaborateur de quelqu'un. Et j'avais envie de défendre un certain nombre de choses qui sont en lien avec les convictions que je porte. Et il y a des gens qui ont trouvé ça scandaleux. Alors, quant à savoir pourquoi ils ont trouvé ça scandaleux... Et donc pas déontologique ben justement... C'est là que c'était un petit peu intéressant, c'est que effectivement énormément de gens ont jugé que c'était pas déontologique, mais la déontologie de quoi exactement? Ils avaient tendance à se rapporter au règlement intérieur national de la profession d'avocat pour dire il y a un certain nombre de choses que vous n'avez pas le droit de faire, etc., etc. Je leur ai répondu simplement que oui. Mais je suis pas avocat. Le règlement intérieur national, il s'applique aux avocats. Si je suis pas avocat, il peut pas s'appliquer à moi. Il y a un texte, il a un champ d'application, et je n'en fais pas partie. Donc je fais peut-être pas ce que je veux, puisque malgré tout, il va quand même falloir que je prête serment et qu'un barreau m'accepte en son sein. Mais à minima, ça, je considère que je vois pas en quoi c'est inaccessible. Je veux dire, il y a des gens qui vont demander à leurs parents parce qu'ils ont les moyens, parce qu'ils sont au CSP+, etc. Il y a des gens qui vont travailler. Il y a des gens qui, n'étant capables de faire ni l'un ni l'autre, vont faire une collaboration et après quelques années vont monter leur cabinet. Moi, je choisis de faire une cagnotte. Je trouve que c'est un choix qui est assez commun, qui est assez conforme aussi à notre époque assez moderne, puisque ça arrive de plus en plus que les gens passent par là pour monter leur projet. Et puis en fait, il y a un truc quand même qui m'a marqué, c'était les vraies raisons pour lesquelles les gens n'étaient pas d'accord. C'était pour eux, c'était indigne de faire un truc comme ça, puisque ça revenait à faire de la mendicité. Et puis vous avez plein de catégories de personnes. Vous avez les faux amis qui viennent vous dire mais non, mais il fallait venir m'en parler, je t'aurais dit à quel point c'est pas bien. Donc enfin tu vois, et donc quoi? À quel point c'est pas bien? Ouais, parlons-en, tu vois. Et puis ces gens, il y avait d'autres gens qui étaient juste tout simplement méchants. Hein. Il y a des gens, voilà, moi j'ai été collaborateur, j'en ai chié, je vois pas pourquoi toi t'en chierais pas aussi. Enfin, tu vois. Il y avait plein de. Et puis c'était même pas le pire, parce qu'à la limite les gens peuvent avoir leurs avis. Twitter c'est fait pour, c'est le comptoir. Twitter, c'est le bistrot. Donc il y a pas de problème. Les gens disent ce qu'ils veulent. Ce qui est quand même assez inquiétant, c'est que j'ai appris par le directeur de mon école qu'il y a des bâtonniers de barreaux inconnus ou des avocats de barreaux inconnus, voire probablement des gens qui étaient à l'époque membres du CNB, je ne sais pas s'ils y sont toujours, qui se sont plaints auprès de l'école que j'ai fait cette cagnotte et qui ont réclamé des sanctions.
Donc, quand on en arrive là, c'est vraiment qu'on n'a rien à foutre dans sa propre vie au point de prêter une attention particulière à celle des autres, quoi. Je trouve ça hallucinant. Il a fallu que je me justifie auprès du directeur qui, face un peu à cette vague à laquelle il s'attendait pas vraiment, il m'a demandé un petit peu de revenir en arrière et de mettre fin à cette cagnotte. Alors, je pense que j'ai eu l'intelligence de lui dire je peux pas répondre tout de suite parce qu'il faut que je puisse préparer ma défense. C'était un peu cliché, mais il fallait vraiment que je prépare ma défense. Et il m'a dit une chose, il m'a dit écoute, le président de l'école, parce que les écoles d'avocats ont un directeur et un président, et le président de l'école menace de te sanctionner si jamais tu mets pas fin à cette cagnotte. Alors ok, je prends l'information, je me pose à la maison, je sais de toute façon que je n'y mettrai pas fin. Ma décision, elle est prise. Maintenant, comment le justifier auprès de gens qui, a priori, sont pas d'accord? Donc j'ai rédigé un texte qui a fait 4 pages, qui était à la fois intimiste et juridique, en disant voilà mon parcours, voilà pourquoi est-ce que ce que je fais est justifié, voilà pourquoi ceux qui me le reprochent sont soit hypocrites, soit malhonnêtes. Et de toute façon, la sanction qui était envisagée, vous pouvez pas me la donner. Parce qu'il n'y avait pas de texte qui leur permettait de le faire. Et en fait, je crois que j'ai attiré son attention parce qu'il m'a répondu, je crois que c'était dans la journée ou le lendemain, mais je crois que c'était dans la journée, il m'a adressé un mail, le président de l'école, c'était le bâtonnier Vérine. Il m'a dit, écoutez, j'ai compris votre texte. Je pense que vous allez intégrer la profession d'avocat. Je vous souhaite, je sais plus exactement ce qu'il a écrit, je vous souhaite de faire une bonne carrière parce que je pense que vous avez les capacités. Et c'est tout, il a été très bref et ça s'est terminé comme ça. Finalement, la cagnotte, elle a bien marché. J'ai pu récolter environ 3000 € en plus de ce que ma mère a pu me donner. Et j'ai monté mon cabinet dans la foulée de la prestation de serment au mois de janvier 2019. Les stages de l'école se sont bien passés? Très bien. Dans des cabinets en droit pénal et droit social Alors, pour le coup, c'était un cabinet en droit du travail. Parce que je sais pas pourquoi, mais ce stage-là, j'avais vraiment le sentiment qu'il fallait que je le fasse dans un cabinet en droit du travail. Parce que tous les cabinets que j'avais fait auparavant, c'était essentiellement du pénal. Et donc je me dis, bon, de toute façon, je sais que je vais devoir faire du prud'homme, il faut que je sache comment est-ce que les avocats prud'homistes fonctionnent. Et j'avais fait une affiche qui était aussi provocante que la fois où j'ai trouvé mon stage chez Yann, c'est que j'avais indiqué dès le départ, c'était vraiment en gros, en gras sur le titre du CV, stage chez un défenseur de salariés. Voilà, ça fait le tri. Il n'était pas question que je travaille chez Capstan, Barthélemy et tutti quanti. Je fais pas les employeurs, je fais que les salariés pour des raisons qui sont liées à mes convictions. Et puis de toute façon, c'est aussi ça que j'avais prôné dans la cagnotte que j'avais fait. Et il y a un cabinet, encore une fois, qui m'a répondu et qui m'a pris. Je crois que vraiment mes stages, c'était que des hold-up. Et ça s'est très bien passé, on s'est super bien entendu. Je savais dès le départ que j'allais pas travailler en collaboration avec lui non plus parce que j'étais trop indépendant et puis de toute façon on a eu quelques anicroches qui étaient très gentils parce que c'était quelqu'un qui de toute façon était au fond très gentil aussi et voilà, ça s'est très très bien passé. Et pareil, mon stage PPI c'était une grosse arnaque. J'avais fait croire à la recruteuse que j'allais avoir le permis. J'ai jamais eu le permis, jusqu'à aujourd'hui j'ai toujours pas le permis de conduire. Et je lui ai dit oui, je vais avoir le permis. On m'a signé la convention et tutti quanti, et puis j'ai jamais eu le permis. Mais je me suis quand même démerdé pour aller là-bas en scooter avec un 125 cm, avec même pas un 125, un 50 cm3, parce que j'avais pas non plus le permis pour le 125. Et ça s'est très bien passé aussi. Donc non, vraiment, tout dans l'école s'est bien passé et les soubresauts m'ont pas laissé de souvenirs désagréables. Bah, c'est des hold-up qui ont été efficaces quand même. Bah ouais, c'est des hold-up qui ont été très efficaces, ouais. Parce que j'ai pu du coup voir comment pratiquer, comment les entreprises en avaient strictement rien à faire du droit du travail et passaient leur temps à chercher à le contourner. Et j'ai pu voir comment est-ce que quand on est praticien du droit du travail en qualité d'avocat, comment est-ce qu'on fait pour argumenter et faire valoir ses prétentions. Donc ouais, ça m'a vraiment mis le pied à l'étrier et au contraire, ça m'a donné encore plus la niaque de faire ce que je fais aujourd'hui.
C'est intéressant parce que du coup, enfin, vous avez parlé des ennuis que vous ont apporté, enfin, que la cagnotte a apporté, au prétexte de la déontologie future. Et là, vous venez de dire, voilà, moi, il était hors de question que j'aille dans un cabinet qui défende des entreprises parce que c'est pas conforme à mes convictions. Je savais que de toute façon, je ne défendrais que des salariés. Et je le savais parce que c'était aussi ce à quoi je m'étais engagée dans ma cagnotte. Et donc, ça pose la question des investisseurs. Enfin, si on prend un peu le truc, ça pose la question des investisseurs extérieurs à la profession, de l'investissement dans des cabinets d'avocats, de l'investissement extérieur dans le cabinet d'avocats, pour lequel je pense que la raison principale, c'est justement la question de l'indépendance de la structure. Et donc, c'est intéressant. Après, est-ce que c'est... Enfin, je veux dire, de toute façon, financement ou pas, vous auriez pas défendu autre chose que des salariés. Totalement. Mais c'est vrai que enfin, je trouve ça intéressant. Enfin, il y a une certaine forme de... C'est pas un paradoxe, mais il y a quelque chose de presque coquin, quoi, là-dedans. Vous voyez ce que je veux dire ? Si j'ai bien compris, l'idée c'est que les gens, entre guillemets, ont payé pour quelque chose. Et est-ce que derrière, je suis sûr d'exercer conformément à ceux que j'avais promis ? C'est l'engagement, de la parole donnée, quoi. C'est ça. En fait, je m'y tiens, mais je m'y tiens pas parce que je l'ai promis. Je reste indépendant et les gens, quand ils font des dons, ils savent exactement pourquoi est-ce qu'ils le font. Et je crois que j'ai été très clair dans mon récit. C'est-à-dire, autant que je peux, je ferai ça. Ouais. Donc, c'est autant que je peux, ça veut tout dire. Et il se trouve que le autant que je peux, je le respecte parfaitement et pas parce que je l'ai promis encore une fois, mais parce que c'est mes convictions. Il se trouve que l'essentiel de mes dossiers prud'homo, c'est des personnes qui ont vécu des situations de harcèlement et de discrimination au travail. J'ai à cœur de les défendre et c'est un plaisir immense de les défendre, même si c'est parfois difficile émotionnellement. Et pareil pour le droit pénal, de toute façon, les gens savent exactement ma pratique du droit pénal. Les gens savent que je suis vent debout contre la prison, que je suis vent debout contre un système pénal qui broie les gens, et que je suis aussi aux côtés des personnes qui sont victimes lorsqu'elles ont subi des agressions ou qu'elles ont subi des infractions pénales, qu'elles ont été victimes d'infractions pénales. Donc ouais, les promesses, en fait... C'est là où je disais, en fait, c'est-à-dire que ça pose la question de l'investissement externe dans le cabinet d'avocats et d'un autre côté, en réalité, c'est pas cet investissement. Enfin, c'est-à-dire que vous n'avez pas promis pour un investissement, vous avez promis de... Enfin, je veux dire, vous vous êtes engagé... cette profession de foi au moment de chercher des financements, quoi. C'est de toute façon fidèle à ce que vous vouliez faire, quoi. Donc c'est exactement ça, c'est de toute façon fidèle. Voilà. Et puis très clairement, c'est pas donnez-moi de l'argent parce que je vais faire ça, c'est je veux faire ça, est-ce que vous pouvez m'aider ? C'est pas la même chose. Je veux faire ça, de toute façon les gens ont compris que j'allais le faire quoi qu'il arrive, qu'ils donnent ou qu'ils donnent pas, de toute façon c'est comme ça que je vais exercer et pas autrement. Si vous voulez m'aider, allez-y. Voilà, c'est votre libre choix. Ouais. Moi, je m'oblige à rien. Ce qui est différent de chercher à tout prix un investisseur. Exactement. Mais du coup, c'est là où dans cette règle déontologique, on n'est pas là pour refaire la déontologie, mais c'est plus le caractère indifférencié, quoi, de un investisseur pour un investisseur, et on se retrouve avec des... Bon, peu importe. Donc en tout cas, non, mais c'est pas commun, donc c'est chouette d'en parler, quoi. C'est pas commun, et puis je pense que ça aurait mérité d'apporter une réflexion à la profession. C'est-à-dire que c'est une profession qui est quand même très largement occupée par des personnes qui sont issues des CSP+. Je trouve que c'est dommage. C'est pas que propre à la profession, et je trouve que même de toute façon à l'université, les personnes qui sont issues de la classe populaire sont rares. À l'époque où j'étais syndicaliste, les chiffres, c'était première année 30% sont issus de la classe populaire. Quand on arrive en master, c'est plus que 3%. Il y a des questions à se poser de ce point de vue-là, qui
qui sont liées à ce qu'a pu analyser Bourdieu comme étant le capital social, etc., etc. Et je me dis, au lieu de vouloir mettre des bâtons dans les roues aux gens, posez-vous la question de pourquoi est-ce qu'il y a des gens qui n'en font pas partie de cette profession et qui mériteraient d'en faire partie. Je veux dire, on fait aussi partie de la société. Les personnes qu'on va défendre devant les tribunaux correctionnels, en général, c'est pas, je veux dire, des Balkany, des Sarkozy, c'est pas ce qu'on voit en comparaison immédiate en général. Donc peut-être que ce serait pas mal en fait que les classes populaires puissent accéder aussi à la profession et de manière un peu plus massive que ce qu'il y a. Je veux dire, quand on voit des gens qui sont issus des classes populaires dans la profession d'avocat, ça relève de l'anecdote. C'est pas normal. Les classes populaires en France, c'est plus de 50% des gens en fait. Donc ouais, je pense qu'ils auraient dû peut-être avoir une réflexion là-dessus. Et puis j'étais un peu vexé, pas vexé, mais pas vexé, c'est un peu un mot qui est un peu trop fort, mais c'est-à-dire qu'au moment où j'ai fait cette cagnotte-là, l'UJA de Paris avait fait une conférence sur est-ce qu'on peut faire une cagnotte quand on est avocat. C'était une conférence qui avait été faite à destination des avocats du barreau de Paris, et j'ai trouvé assez dommage qu'ils ne m'aient pas invité parce que je suis la personne concernée et d'une certaine manière on parlait de quelque chose que j'étais le seul à avoir fait et finalement on ne va pas demander son point de vue à la seule personne qui l'a fait. Donc, j'ai trouvé ça un peu dommage, mais ouais, je pense que ça doit pousser la profession à la réflexion. Voilà. Un peu monter le débat, quoi. Bah ouais, on peut Puis, faire autre chose que c'est pas bien, c'est pas gentil, c'est indigne, etc. quoi. Et donc, avec ce capital d'entrée dans la profession, tout de suite une installation à votre compte. Comment ça s'est passé ? Tout de suite une installation. J'ai eu la chance de trouver une avocate qui m'a sous-loué son bureau à pas très cher. Donc je me suis installé rue de l'Ancien Courrier, qui est une rue très très jolie de Montpellier. Il faut vraiment y passer, c'est très agréable, c'est très joli. Donc j'y suis resté pendant 1 an avant de changer de bureau pour 2 raisons. La première, c'est que j'avais besoin de plus d'espace parce que j'avais de plus en plus de dossiers bon là je l'ai fermé pour le secret professionnel, le placard, mais parce que j'avais de plus en plus de dossiers à ranger et l'espace disponible était trop restreint. Et la deuxième raison, c'est une raison que je soupçonnais un peu, mais qui m'a aussi été suggérée par une consoeur, et qui veut que l'apparence qu'on donne de son cabinet lorsque les personnes viennent dans le cabinet pour une consultation ou un entretien, ça joue sur l'image qu'ils peuvent se faire de toi. C'est-à-dire que avoir cette espèce de petit cabinet que j'avais avec un toit qui était à 2 mètres, etc. Un endroit un peu isolé avec peu de lumière, avec une petite fenêtre, enfin voilà, c'est une espèce de truc. On se dit bon, c'est un petit avocat. Le bureau sous l'escalier, quoi. Voilà, c'était précisément un bureau sous les chiottes en fait. Donc, c'était littéralement un bureau sous les chiottes. De la profession d'avocat. Donc c'était littéralement ça et du coup je pense que les gens ils se disaient bon, c'est un avocat, je vais pouvoir négocier le prix, donc voilà, je vais pouvoir c'est moi qui ai le rapport de force puisque c'est un petit avocat. Et en déménageant ici, je me retrouve dans un immeuble qui est assez ancien, je sais plus de quand il date, mais très belle demeure. C'est un très bel immeuble, ouais. C'est un très bel immeuble avec des escaliers en fer forgé, avec des appartements qui sont grands et anciens. Ouais. Je suis là dans un bureau qui fait j'ai des moulures au plafond. Il y a des moulures, il y a un lustre avec c'est ça. Un lustre en je sais pas. C'est du fer forgé, je pense, un peu plus, je pense pas que ce soit du cuivre. Et ouais, ça fait du coup un plafond de 3 mètres, là ouais, la cheminée en marbre. Et voilà, qui fait 20 mètres carrés. Je dois dire que c'est un très bel immeuble, mais il y a un petit côté usé. Ouais. Enfin, il y a un côté usé. Ouais. On n'est pas dans un enfin, je veux dire, parce que les gens peuvent s'imaginer ça, mais en mode blanc, rutilant, l'entrée et tout. Il y a un côté un peu... il y a aussi un petit côté fin du monde. Enfin, je sais pas, c'est à la fois genre très beau et à la fois un petit peu fin du monde. Non, mais un peu comme si, je sais pas, l'humanité avait déserté pendant un moment et on revient dans ses locaux. Oh la vache, elle a démonté l'immeuble en 5 minutes. Non,
parce que je le trouve très beau. Et c'est ce que j'ai dit en premier. Wow, j'ai dit ah là là, c'est très beau ici. Qu'est-ce qu'il est beau cet immeuble et tout. Mais je souligne qu'il y a ce côté à la fois genre très beau, très genre grand. Et en même temps, il y a un petit côté délabré. Je trouve que c'est beau. Il y a beaucoup de charme. C'est vrai. Il y a, c'est vrai, puisqu'il y a, déjà, il y a des fissures au plafond qui visiblement ont été raccommodées assez salement. La fenêtre est encore en bois, même s'ils ont refait le cadre en probablement du plastique ou autre chose. PVC. Du PVC, voilà. Mais ouais, mais c'est normal parce que c'est un immeuble ancien et que les immeubles anciens, ils ont tendance un peu à descendre sur eux-mêmes et donc il y a des fissures qui apparaissent, etc. Mais on peut encore y vivre. A priori, il va pas s'effondrer. Non, mais franchement, le bureau est très, enfin, c'est un beau bureau. C'est pas ce que je veux dire. Non, c'est mais juste que je voulais pas donner une fausse impression Voilà, je voulais pas donner une fausse impression. C'est à la fois un très bel immeuble et aussi un immeuble très ancien avec quelques traces de vétusté. Voilà. Ah ouais, c'est vrai. Et bon, je trouve que la réflexion derrière est plus intéressante que la description de l'immeuble quand même. Donc, en tout cas, la réflexion, c'était de dire l'image que je renvoie est importante. Et si je suis dans un truc qui me coûte effectivement pas grand-chose, mais qui renvoie une image de grande précarité, moi, ça me positionne pas de la même manière. Vis-à-vis des clients, ouais, c'est ça. Là, quand les clients ils arrivent ici, ils savent qu'il faut payer quoi. Voilà, parce que tout ça, ça se paye en fait. Et c'est une autre méthode c'est une autre manière de dire, en fait, vous êtes bien gentil, mais derrière, il faut que je paye le fisc, il faut que je paye l'URSSAF, il faut que je paye les cotisations à l'ordre, il faut que je paye les factures qui sont liées à l'imprimante, il faut que je paye le loyer, voilà. Là, j'ai pas besoin de le dire parce qu'ils le voient en fait. Donc ça va. Enfin, je trouve que la relation clientèle c'est pas mal apaisé du point de vue de la. Ouais, c'est ce que j'allais dire. Du coup, comment s'est passée cette première année? Parce que donc il y a eu ces deux arguments pour changer de locaux. Le premier étant, il y a de plus en plus de dossiers qui s'entassent, donc du coup il me faut plus d'espace. Et le deuxième étant cette histoire d'image. Mais donc comment s'est passée cette première année? Est-ce que les dossiers sont venus vite, facilement? Ouais. Quelle clientèle, quelle démarche? Est-ce qu'il y a eu des démarches proactives? Je veux tout savoir. Je vais oublier la moitié, mais en gros, ça s'est très bien passé parce que déjà, avant même que je commence à exercer, j'avais déjà des pistes. Donc, il y a des gens qui attendaient juste que je prête serment et que je m'installe pour pouvoir commencer des dossiers. C'était des proches ou des moins proches, des personnes qui avaient déjà l'envie de faire quelque chose, qui m'avaient connu ou rencontré à différentes occasions. Famille, ça peut être la famille, ça peut être le milieu de l'athlétisme. Beaucoup le milieu de l'athlétisme, en fait. Au départ, c'était essentiellement le milieu de l'athlétisme. Sur des problématiques sport, de droit du travail. Droit du travail. Ouais. Je fais surtout ça en réalité, même si on a l'impression, quand on regarde les dossiers, que c'est moitié-moitié. En réalité, 80% de mon activité, c'est du prud'homme. C'était ça, en fait. Surtout le milieu de l'athlétisme. Ça arrivait assez rapidement. J'ai fait comprendre aux gens assez facilement qu'il fallait d'abord verser une provision avant qu'ils puissent verser le restant des honoraires avec des échelonnements. Donc ça s'est fait plutôt facilement. Il y a même des gens qui ont été en mesure de payer comptant. Donc ça permet quand même de ne pas trop grappiller dans la cagnotte que j'avais pu obtenir. Donc ça m'a permis de vivre quand même 6 mois relativement facilement. Derrière, je me suis inscrit à la permanence pénale. Dès le mois de juillet, de toute façon, j'ai fait en sorte normalement, on a un agenda, un calendrier où on inscrit sur des modules qui sont séparés dans le temps, etc. Mais on peut aussi permuter avec des confrères et des consoeurs. Et cette première année-là, j'avais fait en sorte que tous mes modules soient en mois de juillet. Comme ça, je pouvais vraiment faire une razzia sur le mois de juillet et puis peut-être être un peu plus tranquille le restant de l'année. Ça n'a pas du tout été le cas, mais en tout cas, j'ai pu récupérer des sous assez rapidement grâce à ça. Et puis surtout, la permanence pénale m'a permis d'accéder à un dossier qui était le plus gros dossier 2019 en termes d'activité, en termes de pratique, en termes de technicité juridique, en termes d'honoraires aussi. C'était un mandat d'arrêt européen. Une personne avait été soupçonnée par les autorités polonaises. Donc les autorités polonaises avaient soupçonné mon client
d'avoir tué une personne en Pologne au moyen de 19 coups de couteau. Donc la SRPJ de Nantes est intervenue pour l'interpeller. Il a fait sa garde à vue, je crois, à Carcassonne. C'est pas moi qui l'ai fait, puisque la permanence pénale est séparée entre la permanence palais et la permanence garde à vue. Quand ils l'ont basculé à la cour d'appel de Montpellier, c'est moi qui ai pris le relais, puisque c'était le jour où j'étais de permanence. J'ai donc compris le parcours de ce monsieur qui m'a expliqué un petit peu très vite fait comment ça se passait. Toute la difficulté étant qu'il n'a pas pu vraiment m'expliquer ce qui s'était passé. Parce que en fait, il avait strictement rien à voir avec cette affaire-là, mais il ne pouvait pas me dire pourquoi est-ce qu'il avait rien à voir avec cette affaire-là. Pourquoi ? Parce qu'il se trouve que normalement, il doit y avoir un entretien préalable avant sa comparution devant le procureur général. Et cet entretien préalable avec l'avocat, on le lui a accordé. On est allé dans une salle d'audience qui était inoccupée. Et pour éviter qu'il prenne la fuite, il y avait un officier de police qui était présent dans cette salle d'audience du côté de la fenêtre, un autre du côté d'une des portes et un troisième du côté des portes d'entrée de la salle. Donc la confidentialité des propos n'était pas assurée. Définitivement. Et donc j'ai fait acter sur procès verbal à Madame la greffière du procureur général que je n'étais pas tout seul dans cette salle avec ce monsieur au moment de l'entretien. Ils ont un peu chipoté et ils ont concédé quand même que dans le procès verbal, ils ont indiqué quand même que j'étais assisté de l'escorte au moment de l'entretien. Donc il a fait l'objet d'une incarcération provisoire compte tenu de la gravité des faits qui lui étaient reprochés. Et la semaine d'après, je suis allé plaider l'exception de nullité en disant que vous devez le relâcher rapidement parce qu'il n'a pas bénéficié d'un entretien libre et confidentiel. Donc le magistrat qui siégeait était absolument exécrable. Mais quand je dis exécrable, c'est que vous imaginez pas le niveau de haine que j'ai cru s'exprimer lorsqu'il ouvrait la bouche. C'est-à-dire qu'il regardait mon client et il disait alors, ça fait quoi de tuer quelqu'un des choses qui sont extrêmement graves, quoi. Mais j'avais vraiment le sentiment que l'exception de l'unité, il en aurait eu rien à foutre. Et je reçois la décision, je crois, le lendemain, libération immédiate. L'exception de nullité est retenue, il n'a pas bénéficié d'un entretien libre et confidentiel, la procédure est annulée. Donc c'était très satisfaisant, mais en la matière, il pouvait recommencer la procédure. Donc c'était pas fini. Donc il a recommencé et le client Donc le procureur a recommencé. Le problème, c'est que j'étais en vacances. Donc j'étais pas du tout sur place. Et donc lorsque la gendarmerie l'a convoqué, il pouvait pas être assisté par moi parce que j'étais pas là. Alors il se trouve que c'est quelqu'un qui avait une certaine réputation dans le village où il habitait et dans en fait la zone géographique où il habitait compte tenu de la profession qu'il exerce. Les gendarmes le connaissaient très bien. Et donc il les a eus au téléphone, il leur a dit voilà, mon avocat il n'est pas disponible à cette date, est-ce que ce serait possible de me convoquer à tel autre ? Alors c'est délicat parce que le mec il est accusé de meurtre. Donc les gens n'ont pas forcément envie d'attendre. Ils ont accepté. Cool. Ils ont accepté, c'était très cool. Donc le lendemain du jour où je reviens de vacances, je débaroule directement à Carcassonne pour pouvoir l'assister lors de la rétention je sais plus comment ça s'appelle, mais bon, une forme de garde à vue. Ouais. Ensuite, lors de cette rétention, j'ai la procureure chargée des MAE au téléphone. Je lui dis voilà, moi je suis à Carcassonne, j'ai pas le permis. Est-ce que vous pouvez recevoir ce monsieur demain ? Voilà. Comme ça, il pourra bénéficier d'une défense. C'est la garantie des droits. De prime abord, elle me fait je vais y réfléchir. Elle me répond pas. Elle dit juste je vais y réfléchir. Et c'est les policiers qui m'informent à la fin de la rétention qu'il comparaîtra aujourd'hui devant le parquet général. Donc de Carcassonne à Montpellier, si je prends le train, je serai en retard clairement puisque les policiers vont arriver avant moi, enfin les gendarmes vont arriver avant moi. Donc je prends un taxi. Donc je prends le taxi de Carcassonne jusqu'à Montpellier.
cette fois, ils ont bien compris qu'il va falloir que l'entretien puisse se faire dans les conditions légales. Donc, je m'entretiens avec lui dans une salle qui sera vraisemblablement la salle dans laquelle il sera entendu par le procureur général. Et il se trouve que dans cette salle, le dossier pénal est sur la table. Donc, ça me permet en même temps de consulter le dossier pénal. Et j'apprends que le parquet a eu des échanges de mails avec le service du ministère de la Justice qui comment dirais-je, qui a pour objet de faciliter les liens en fait internationaux dans ce genre de situation. Et en fait, ils discutent pas du tout de ces liens ou de la difficulté qu'il peut y avoir à exécuter la ME. Ils disent voilà, la première fois, cet avocat, je sais plus s'ils m'ont traité de filou ou d'autres choses, mais voilà, ils ont dit que, enfin, c'était mignon, hein, c'était pas du tout méchant, mais c'était une manière de dire, ces avocats, hein, vraiment, on les attend là où Cet avocat malin. Voilà, c'est ça. Ils arrivent toujours là où on les attend pas. Et donc, comment faire en sorte pour que ce monsieur puisse avoir un entretien libre et confidentiel? Alors, de mon point de vue, je trouve pas que ce soit un truc extraordinaire en fait, d'organiser un entretien libre et confidentiel pour les personnes qui sont mises en cause. Mais c'était quelque chose, c'était une réflexion particulière pour eux. Donc j'ai pu accéder à ces échanges de mails et j'en étais assez surpris. Je l'ai quand même mentionné dans mes écritures lorsqu'il fallait que je rédige mon mémoire. Et ce qui était très bien ce jour-là, et c'est vraiment peut-être l'une des plus grosses satisfactions de mon année 2019, c'est que après sa comparution devant le procureur général, il comparait devant le premier président de la cour d'appel ou son délégué pour qu'il statue sur son incarcération provisoire. Meurtre de 19 coups de couteau, d'origine étrangère, avec une capacité à se déplacer, puisque c'était un ancien militaire. Donc c'était quand même délicat de demander à ce qu'il soit placé sous contrôle judiciaire. Sauf que lorsqu'il a été libéré la première fois à l'occasion de l'exception de procédure qui a été retenue par la chambre d'instruction, je lui ai bien dit d'envoyer immédiatement à la brigade de gendarmerie son numéro de téléphone personnel, lui dire si jamais il n'était pas à son domicile, de donner l'adresse exacte des domiciles dans lesquels il pourrait être. Quand il se déplace, il donne l'adresse exacte de domicile où il sera, pour que à tout moment, au moment où il recherche, il puisse le retrouver sans que ça ne pose une difficulté. Je crois que je lui avais même dit de donner le numéro des personnes avec qui il était susceptible d'être. Et ça, c'était sur les bons conseils de Yann, d'ailleurs, avec qui j'ai pu en discuter. Et il avait respecté toutes ces obligations-là. Et lorsque je suis arrivé devant le délégué du premier président, je lui ai dit, voilà, il a été libéré ce jour-là. Le lendemain, il a fait ça. Aujourd'hui, il comparaît devant vous, c'est pas les gendarmes qui sont allés chercher chez lui, même s'ils sont allés le chercher chez lui avant de l'appeler, mais bon, c'est un détail. En tout cas, il a été convoqué le jour J en sachant ce qu'il risquait. Il s'est présenté à la gendarmerie. Compte tenu de tous ces éléments-là, expliquez-moi ce que je peux faire de plus pour justifier qu'il n'y a pas de risque de fuite avéré. Et il m'a entendu. Il a été placé sous contrôle judiciaire. Donc, c'était très délicat, mais c'était aussi une grande décision qu'il a prise. Et il s'en est suivi une procédure qui a suivi son chemin classique. J'ai posé des questions, un certain nombre de questions à destination de l'État polonais pour savoir s'il devait être extradé, est-ce qu'il respecterait ses droits fondamentaux, etc., etc. Ils ont répondu complètement à côté. Et le 10 mars 2020, la MAE a été rejetée. Et voilà. Donc ça, ce dossier... Le MAE, pardon. Il a marqué Enfin, je veux dire, ça a été un dossier important, du coup, en temps d'investissement, en tout ça. En temps d'investissement et sur ma capacité à me rasséréner dans la qualité de mon travail. La confiance en soi, quoi. Voilà. Je me suis remercié d'avoir été efficace dans ce dossier. J'en parlais tout à l'heure en off. Sur la cheminée trône une tête de panthère. C'est une tête qui est sculptée dans une pierre dont je me rappelle plus le nom, mais c'est un mélange de pierres en fait que j'ai acheté dans un magasin qui est sur la place Sainte-Anne et qui m'a coûté assez cher.
c'est une œuvre unique parce qu'apparemment c'est un artiste londonien qui fait des œuvres comme ça de temps en temps et qui change enfin à chaque fois qu'il fait une nouvelle chose, à chaque fois qu'il fait une chose, il la fait jamais deux fois. Donc c'est une pièce unique, j'en suis très content, c'est absolument magnifique. Donc vous avez acheté la pierre brute ou vous avez acheté la pierre sculptée? J'ai acheté la pierre sculptée, bien sûr. La pierre sculptée, okay. La pierre sculptée. Et c'était une manière c'était un cadeau que je me suis offert en fait, pour le travail que j'avais fait et pour la qualité du travail que j'avais fait et pour finalement la mission que j'avais accomplie avec succès. Qu'est-ce qu'elle veut dire cette panthère alors? Ça veut dire, ça veut dire, t'as le droit d'avoir confiance en toi, t'as le droit d'avoir confiance en toi, t'as le droit de te trouver bon, t'as le droit de te faire plaisir aussi lorsque tu obtiens de bonnes décisions. Tu le mérites, continue à bosser et puis continue à bosser avec cette rage qui t'anime en fait. Et voilà, ça représente un petit peu tout ça, ça représente un petit peu la dureté du parcours et en même temps la combativité avec laquelle j'ai pu parcourir ce chemin. Voilà. Et il y a eu des suites après en pénal. Est-ce que ce dossier, il a donné lieu à d'autres dossiers, pas avec la même personne, mais du coup, est-ce que le mot a commencé à tourner? Pas du tout. Il n'y a pas eu l'effet radio. Il n'y a absolument rien eu, pour la simple et bonne raison que le biais par lequel j'aurais pu avoir cette publicité-là, non. C'est même pas la prison, mais c'est vrai, effectivement, en général, en prison, ça parle et ça aurait pu me favoriser. Mais comme il n'était pas en prison, ça m'a pas favorisé. Mais c'était même pas que ça. C'est-à-dire que ce dossier-là intéressait la presse locale, en la personne de Midi Libre. Et il se trouve que j'ai pas du tout apprécié la manière dont ils ont... C'est quel genre, Midi Libre? Midi Libre, alors, a priori, ils sont plutôt socialos. Mais ils ont tendance très visiblement à faire du nouveau détective. C'est-à-dire que pour eux, c'était acquis que ce monsieur, il avait tué cette personne de 19 coups de couteau, que c'était un meurtrier en fuite, etc. Ça vous a pas plu la manière dont ils en ont parlé? Ah c'était en fait, là où ça m'a pas plu, c'est que cette personne-là, elle vit toujours là où elle vit depuis 20 ans, et qu'il y a des gens autour de lui qui vont lire ça et qui vont dire, voyez, ce voisin-là, lui, c'est un meurtrier, etc. Ouais. Et puis en plus, je me souviens qu'il y a quelques années auparavant, sa femme a été retrouvée morte dans je ne sais quelle rivière. Et puis du coup, il y a des rumeurs comme ça qui vont monter et qui montent de toute façon. Et en fait, on peut pas traiter les gens de cette manière-là. Je veux dire, c'est des êtres humains. Je veux dire, c'est un journal qui est d'information généraliste. On attend quand même un certain niveau, une certaine mesure, une certaine modération dans les termes. Il y a un article qui est paru en ce sens-là. Il y a un article qui est paru en ce sens-là. Vous l'avez fait tirer, vous avez fait quoi? J'ai introduit une procédure en diffamation. Donc évidemment, à partir de ce moment-là, j'étais tricard dans ce journal-là. Donc forcément, ça a pu me priver d'une certaine publicité, mais en même temps, il y a des choses qu'on peut pas faire, quoi. Je trouve personnellement que c'est très grave ce qu'ils ont fait, et que ça nuit aux gens, et qu'il faut pas faire ça. Et je les ai fait condamner l'année dernière. J'ai eu la décision en octobre 2020, et il a pu être indemnisé. Alors pas de beaucoup, parce que c'est pas a priori. Les standards en la matière, c'est pas de donner beaucoup d'argent, mais au moins il a pu obtenir une certaine satisfaction, et puis au moins le fait de pouvoir dire, et que ce soit écrit dans une décision judiciaire, ces journaux-là racontaient de la merde, ils ont diffamé ce monsieur, et c'est pas un meurtrier en fuite. Et c'était d'autant plus important pour moi de le faire que j'ai eu la chance d'obtenir des documents de la part d'un lieutenant-colonel dont j'ai oublié le nom, qui permettait de justifier qu'il était absolument impossible qu'il soit sur le lieu des faits au moment des faits, parce qu'il n'était pas de permission. Et quand on est légionnaire et qu'on n'est pas de permission, soit on est à Calvi, soit on est en OPEX. Voilà. Donc il ne pouvait pas être deux à la fois, à moins qu'il ait le don d'ubiquité, ce serait assez nouveau. Il ne pouvait pas être sur le lieu des faits, il ne pouvait pas être lui en fait. Donc on l'accuse d'être un dangereux meurtrier en fuite. Je prouve devant la juridiction que ça pouvait pas être lui, et c'est assez terrible d'une certaine manière, puisque la juridiction ne pouvait même pas se fonder sur ça, puisqu'ils peuvent pas se fonder sur le fond du dossier. La seule question qui se sont posées, c'est est-ce qu'on doit renvoyer ou pas en fonction des conditions, des critères qui sont prévus par le code de procédure pénale.
Mais voilà, il y a au moins deux choses qu'il a pu obtenir, c'est ne pas être renvoyé là-bas injustement, de ne pas être exposé à un système judiciaire polonais qui est ce qu'il y a de plus mauvais dans l'Union européenne, c'est vraiment lamentable leur système. Et en même temps, il a pu obtenir satisfaction après avoir été diffamé par la presse locale. Et si on revient sur... j'ai une question qui me trotte dans la tête. Et je suis un peu gênée par ma question, mais je vais quand même la poser parce qu'il n'y a pas de question bête. Mais Juste là-dessus, gardez la question en tête. Il y a, je ne sais plus c'était lequel de mes professeurs qui me disait que poser une question, on peut paraître con pendant 5 minutes quand on pose une question. Par contre, ne jamais poser de questions, c'est sûr qu'on sera con toute sa vie. Donc, il n'y a absolument pas de question bête, ça n'existe pas. Non, bien sûr que non, mais c'est plus que je sais pas. Bon, on va éclaircir ça en discutant, mais vous avez dit que au début, en droit social, en contentieux prud'homme, une grosse partie de votre clientèle, ça avait été des athlètes qui avaient attendu que vous prêtiez serment et puis ensuite qui avaient eu recours à vos services. Alors, c'est pas forcément des athlètes, hein, mais c'est des gens qui m'ont approché suite à des contacts au réseau que j'ai dans le milieu de l'athlétisme. Ok, ouais. Merci de la correction. Et en fait, je me suis demandé, est-ce que ces personnes-là, elles auraient fait une procédure si ça n'avait pas été vous? Est-ce qu'elles seraient allées voir un avocat si ça n'avait pas été vous? Très honnêtement, pour ceux dont je me souviens là, dont j'ai en tête là, je pense pas. Parce que j'y pense, et je vais vous dire aussi pourquoi est-ce que ma question me gêne, enfin surtout ce qui génère ma question. Mais j'y pense parce que vous avez dit aussi tout à l'heure que, vous faisiez référence au fait que ça pose quand même question, le fait qu'il y ait si peu d'avocats qui soient issus de classes populaires, et ça me fait penser à mon interview de Magou Sukuna, qui vient d'un milieu aussi extrêmement populaire et qui, en fait, très vite a été débordé de dossiers, quoi. Mais parce que, du coup, de son milieu social, en fait, les gens avaient des problèmes juridiques et ils avaient un interlocuteur. Et en fait, il y a aussi ce truc de... mine de rien, le fait qu'il y ait des personnes issues de classe populaire qui deviennent avocats, c'est aussi un accès au droit pour leur entourage qui n'aurait pas poussé la porte d'un cabinet d'avocats autrement. Et par contre, là où ma question me gêne, c'est qu'elle implique ou qu'elle sous-entend que venir des classes populaires, du coup que ça fait une clientèle de ce genre de milieu et qu'il n'y a pas de... Elle n'est pas gênante cette question, elle est naturelle. Voilà, bref. En fait, c'est pas du tout ni choquant, ni gênant, ni embêtant, ni problématique que les gens puissent avoir tendance à se retourner vers ceux qui les ressemblent. Non. En fait, c'était plus par rapport à l'avocat. Ce que je veux pas, c'est donner l'impression d'induire ou de sous-entendre que du coup les personnes qui sont issues de classe populaire, quelque part, leur clientèle est destinée à être ce genre de clientèle. Ce que je ne pense pas, parce que s'ils veulent viser des grands groupes et d'autres types de dossiers, voilà, c'est juste là où l'articulation se fait. Mais en tout cas, par rapport à ma question propre, initialement, c'était pour ça que je voulais en parler. C'était sur le fait que du coup, cette clientèle, elle s'est aussi constituée, entre guillemets, vite. Parce que c'est aussi un milieu où en fait il y a beaucoup de besoins de droit et il n'y a pas forcément beaucoup d'interlocuteurs, quoi. Ouais, et ça a été une grosse partie de ma réflexion et de la réflexion que j'ai pu avoir avec mes amis. Savoir qui je voulais défendre aussi, ça fait partie des réflexions que j'ai pu avoir. Et en réalité, avant de m'installer rue de l'Ancien Courrier, j'ai envisagé de m'installer à La Paillade. C'est quoi La Paillade ? C'est un quartier populaire qui est au nord-ouest de la ville de Montpellier. Je suis allé visiter des locaux là-bas pour envisager une installation. En fait, c'était pas possible financièrement parce que ça aurait nécessité des travaux que je pouvais pas mener. Donc ça s'est pas fait.
Et effectivement, les gens pour lesquels je voulais travailler, je me suis dit, voilà, il faut que je sois en bas de chez eux pour qu'ils viennent me voir, pour que ce soit facile d'accès pour eux et qu'ils ne soient pas systématiquement obligés de prendre un bus ou un train ou un machin pour pouvoir avoir un avocat. Bien m'en a pris. Bien m'en a pris parce que même pour eux, c'est plus avantageux que je sois proche des juridictions que proche d'eux. Parce que de toute façon, c'est là que ça va se jouer, devant la juridiction. Et au final, ça va peut-être un peu vous surprendre, mais la plupart du temps, je ne reçois pas les gens. Et je découvre leur visage que le jour de la première audience. Et donc, en fait, nos échanges, ils se font essentiellement par mail, assez peu par téléphone parce que je déteste ça. Et du coup, on s'organise par mail. Je leur dis simplement, voilà les documents dont j'ai besoin pour vous défendre. Je rédige, je leur montre ce que j'ai rédigé, ça leur convient ou s'ils ont des choses à redire. Et on se découvre le jour de l'audience. En général, ça se fait comme ça. Alors, c'est d'autant plus particulier que très étonnamment, ma clientèle, elle n'est pas forcément ici, à Montpellier. À part dans le domaine pénal, qui de toute façon est nourri essentiellement par la permanence pénale, c'est plutôt des gens qui sont à Paris ou à Bobigny que j'ai. Ah ouais? Ouais, il se trouve que c'est hyper intéressant. je suis en contact avec des gens et en particulier une nana qui est à Paris. Je sais pas si je peux citer son nom, donc je le ferai pas. J'ai pas l'autorisation. C'est une avocate? Non, pas du tout. Okay. C'est une personne qui est spécialisée depuis quelques années dans le coaching particulier et elle aide les personnes qui sont en situation de crise dans leur emploi à reprendre possession de leur personne, de leur corps, de leur intellect et à se défendre dans des situations où elles sont exposées au harcèlement, aux discriminations, à des conflits au travail de cette nature. Ça peut être aussi du harcèlement sexuel, j'en ai eu. Il se trouve que parfois, il y a des situations qui sont pas gérables, où on sait qu'il n'y a pas d'issue favorable possible parce que, par exemple, il n'y a pas d'allié dans l'entreprise qui permet de trouver une solution, parce que les RH sont lâches ou vont défendre le cadre ou la personne qui est problématique, etc. Et donc, à ce moment-là, elle renvoie vers des avocats. Et il se trouve que je suis l'un des avocats vers qui elle renvoie sa clientèle. Et le fait que ce soit elle qui les renvoie vers moi, ça donne un facteur de confiance. Et il se trouve que cette personne-là, elle est installée à Paris, en région parisienne. Et donc, par conséquent, la plupart des personnes qu'elle m'envoie, ils sont à Paris. Du coup, donc, très régulièrement, je vais à Paris ou à Bobigny pour pouvoir plaider en faveur de ces personnes-là. Mais ça peut être ailleurs. J'ai eu l'occasion d'aller en Guadeloupe à la suite de ce type de mise en relation. Certainement que je serai amené à aller dans d'autres communes, dans d'autres juridictions. Mais du coup, le fait est que la majorité des dossiers prud'homaux que j'ai, c'est des dossiers que je ne plaiderai pas à Montpellier. Et du coup, ou que je n'ai pas plaidé à Montpellier. Et du coup, ça fait... vous avez beaucoup d'audience ? Pas tant. Je sais pas si je pourrais faire une moyenne, mais je pense que s'il fallait faire une moyenne, je pense qu'on serait à une audience par semaine, sans compter les audiences pénales. Hein. Ouais. Juste les audiences prud'homales. Je pense que je serais à une audience par semaine, ou une audience toutes les 2 semaines, peut-être plus. Ouais. Ok. Et donc ça, c'est un rythme tenable, quoi. Je veux dire, en termes de nomadisme. Ouais, c'est vrai que... Ouais, mais après, j'aime bien. Okay. En fait, je trouve ça agréable de prendre le train, prendre l'hôtel, parce que c'est aussi des moments où on prend du temps pour soi, c'est-à-dire des moments où on bosse pas, en fait. Et je fais autre chose. Je peux regarder des séries, des films dans le train. Vous avez l'impression qu'à Paris, quand vous êtes à Montpellier, c'est dur de décrocher ? Ben non, parce que de toute façon, il faut bien bosser. Donc, quand je suis à Montpellier... sauf les moments où j'arrive pas à me lever le matin parce que j'ai fait des insomnies, je vais venir travailler à 11h, mais par contre je sais que je partirai pas ici avant 22h. Ça peut arriver. Parfois j'arrive à 8h, je vais travailler jusqu'à 20h. En général, je fais entre 8 et 10 heures par jour.
Donc je trouve que c'est assez correct. Il y a des gens qui font pire. Moi, j'essaie de m'astreindre à pas faire ça. Quand j'ai commencé à exercer, je bossais le week-end. Là, j'ai arrêté. Et c'est vraiment une obligation. Déclencheur. Comment ? Il y a eu un élément déclencheur. L'élément déclencheur, c'est le jour où il fallait que je me fasse prescrire par le psychiatre des anxiolytiques et des antidépresseurs. À partir de ce moment-là, j'ai dit stop. On va pas se tuer pour les gens. De toute façon, ça va pas leur servir. On va essayer de faire les choses correctement, essayer de mieux s'organiser peut-être. Et ouais, ça marche plutôt bien. J'arrive à m'y tenir en général. Ça fait combien de temps que je bosse pas le week-end ? Ouais. Depuis la fin 2020. Okay, depuis 6 mois. Ouais, fin 2020. Ouais. Et ça va mieux ? Ouais. Ça va beaucoup mieux, ouais. Et ça a été dur de se réorganiser ? Ça a impliqué quel genre de restructuration ? En fait, ça impliquait de s'astreindre à faire tant d'actes ou tel acte tel jour ou tant d'actes dans la semaine. Voilà. Si dans la semaine j'ai fait les 3 conclusions pour lesquelles je suis en retard ou que de toute façon il faut faire parce qu'il y a des délais, je bosserai pas le week-end. Et en général, j'arrive à m'y tenir. Parfois, je m'en donne un petit peu plus à faire, comme ça j'ai moins de regrets quand j'ai pas réussi à terminer la mission. Et je me dis, c'est pas grave, ça je peux le faire la semaine prochaine parce qu'il me reste encore du temps. Et ouais, je m'organise un peu comme ça. Alors c'est pas une organisation qui est très Stakhanoviste. Comment ? Stakhanoviste. Je sais absolument pas ce que ça veut dire, mais c'est une organisation qui est très rigide. Très rigide, ouais. mais c'est suffisamment, ça l'est suffisamment pour que je m'y retrouve. Ouais. Et la rentabilité, elle est venue vite ? Je sais pas. Je vais être totalement transparent avec vous. La première année, j'ai fait 37 000 € de chiffre d'affaires. On m'a dit que c'était correct. Ouais. La deuxième année, j'ai fait 40 000. Mais c'était un peu bâtard parce que j'ai aussi bénéficié de subventions liées au Covid-19. Donc, je suis pas certain que ça veuille dire grand-chose. Après, il se trouve que je suis dans un domaine qui est délicat parce que les prud'hommes, c'est des procédures qui sont longues. Et pour lesquels l'essentiel de mes honoraires, a priori, ça va être les honoraires de résultats. Donc le temps que les honoraires de résultats tombent, je suis pas sûr de pouvoir véritablement espérer des chiffres d'affaires mirobolants, quoi. Il y a des dossiers que j'ai ouverts en 2019, un dossier là que j'ai ouvert en 2019, là, celui que je regarde actuellement. Aujourd'hui, j'ai toujours pas obtenu de jugement. Pas parce qu'il y a eu des renvois, il n'y a pas eu de renvoi dans ce dossier, mais parce que j'ai saisi en février, le BCO était en décembre, le jugement, il devait avoir lieu en juillet de l'année 2020, il a été reporté à cause du Covid, en janvier ou en février 2021, et j'ai reçu, je crois, en avril le délibéré, c'était un partage de voix. C'est-à-dire qu'au conseil de prud'homme, il y a 2 conseillers salariés, 2 conseillers employeurs. Lorsqu'il y a 2 voix pour et 2 voix contre, entre guillemets, le dossier est renvoyé à un juge départiteur. Et donc là, c'est ce qui m'est arrivé. Et le juge départiteur n'a toujours pas été, si ce n'est désigné, à tout le moins, j'ai pas eu d'audience encore de fixer devant le juge départiteur. Donc j'ai vraiment l'impression que ce dossier-là, il aura un premier jugement en 2022. Et vous avez parlé tout à l'heure de la réflexion autour de justement cette clientèle, installation ou pas dans un quartier pour être au plus proche des gens. Mais au-delà de où est-ce que vous vous installez, est-ce que, qu'est-ce que vous avez envie, est-ce que vous avez défini ou précisé ou je sais pas, qu'est-ce que vous avez envie de défendre, donc on a bien compris que c'est les salariés. Ouais. Et on a aussi bien compris en pénal des prises de position très fortes qui sont communes à beaucoup de pénalistes. Ouais. Mais voilà, au-delà de ça, est-ce que vous cherchez un type de clientèle en particulier ? Est-ce qu'il y a des personnes pour lesquelles vous avez arrêté de travailler ou au contraire des personnes avec qui vous travaillez et vous vous attendiez pas à travailler pour ce type de personnes ? Non, à partir du moment où on a besoin de moi, je défends. Hein.
Okay. Non, je me pose pas vraiment la question. Il se trouve que de fait, les personnes qui viennent me voir sont en général les personnes qui sont susceptibles d'être exposées aux situations de discrimination. Voilà. C'est un fait, mais c'est pas un fait qui est recherché. C'est un fait qui existe simplement. Après, il y a quand même une chose que je voulais faire au départ, mais que en fait je pouvais pas faire ni matériellement ni intellectuellement, c'était de défendre les personnes victimes de la législation sur les étrangers. Je pouvais pas le faire parce que j'avais pas assez de temps. Donc, parce que trop de dossiers prud'homo, trop de dossiers pénals, parce que j'avais pas le temps nécessaire pour me former à la question. Il se trouve que c'est essentiellement du droit public, sauf à intervenir devant le JLD pour les problématiques liées à la rétention. C'est essentiellement du droit public, et du droit public, j'y connais strictement rien. C'est-à-dire ni en procédure, ni au fond. Donc, j'avais besoin de temps pour me former à cette matière-là. Et en fait, j'ai jamais eu ce temps-là. Donc j'ai jamais pu me former. C'est un regret que j'ai parce que c'est une pétaudière. Les gens sont vraiment extrêmement maltraités. Le sort qui leur est fait est particulièrement injuste. Mais je peux pas intervenir. Mais en même temps, c'est pas grave parce qu'il y en a d'autres qui le font très bien. Et donc là, c'est la 3e année ? Ouais, c'est ma 3e année, ouais. Et content de comment ça se passe jusqu'à maintenant ? Ah bah toutes les factures commencent à tomber là. C'est chouette. Donc les graines plantées et arrosées par tout ce travail. Ah non, je parlais pas des factures que j'ai mis, que j'aimais. Ah non, c'est les factures que vous recevez. Que je vais devoir payer. L'URSSAF, les cotisations à l'ordre qui commencent à monter. Toutes ces choses-là. J'ai eu de la chance d'avoir. En plus, j'ai foiré ma déclaration sur les revenus 2020, donc il a fallu en plus que j'ai des échanges avec la DGFiP pour obtenir un dégrèvement. Donc sinon j'aurais eu énormément d'impôts à payer en plus, mais ça au moins c'est réglé. Et donc ouais, il va falloir du coup que j'assure en termes du coup de facturation que j'émets pour pouvoir payer ces factures-là. Mais je suis relativement confiant, mais pas sur la période actuelle, plutôt sur la période annuelle. Voilà, il se trouve qu'il y a tellement de variations. Là, par exemple, en mars-avril, j'ai fait 0 rentrée. Et en mai-juin, j'ai fait tout ce que j'aurais dû faire rentrer en mars-avril, quoi. Plus en mai-juin. Donc, voilà, il y a un peu trop de trucs qui me tombent dessus là actuellement. Et j'ai compris que ça fonctionnait comme ça de toute façon dans la profession. Il faut l'assumer. Et j'ai pas trop de crainte par rapport au paiement de cette facture-là. Donc oui, je suis très content. Mais je sais que j'aurai beaucoup plus d'assurance de payer ces factures-là à la fin de l'année que maintenant. Ouais, bah, y a ce côté annuel et lycée. C'est ça. C'est quoi vos projets ? J'en ai plein, et je sais même pas si je vais pouvoir tous les assurer. Alors, l'un des projets qui me tient le plus à cœur, et pour l'instant en tout cas, et qui risque d'avoir une matérialité très très proche, c'est que j'ai envie de créer une association d'avocats exposés à la discrimination et qui sont susceptibles de réfléchir, d'apporter une réflexion sur ce que peuvent subir et comment apporter une solution à ce que peuvent subir les personnes qui sont exposées à la discrimination. Et une discrimination particulière, c'est la discrimination liée au fait d'être noir. Donc je discute actuellement avec des confrères, des consoeurs qui seraient intéressés par la question. Et donc il est probable que d'ici le mois de juillet ou peut-être à l'automne, il puisse y avoir quelque chose de concret qui soit fait de ce point de vue-là. Il faut que je vous mette en lien avec Joydeep Sengupta, qui est assez investi sur les problématiques de discrimination. Il est chez Mayer Brown. Lui, il est d'origine indienne, mais du coup, il travaille avec des discriminations un peu de tous bords. Donc, ouais, j'ai 2-3 noms en tête comme ça, je vous connecterai. Super. Et c'est des avocats qui potentiellement ont été le sujet de discrimination, ou c'est des avocats qui travaillent beaucoup avec des personnes, enfin, qui ont beaucoup de clients qui sont sujets de discrimination? Ou les deux? Plutôt le premier que le deuxième, mais les deux. Plutôt le premier parce qu'il se trouve que c'est assez courant que quand on arrive dans les juridictions, en général on porte pas notre robe immédiatement. Parfois on porte pas la robe à l'intérieur du palais, mais vraiment au tout dernier moment. Ça arrive assez régulièrement qu'on vienne nous voir et qu'on nous prenne pour des prévenus. Alors c'est pas très grave, mais c'est pas agréable. Donc c'est des petites choses comme ça, et puis ça peut être d'autres choses. Je veux dire, il y a des situations dans lesquelles moi j'ai déjà vu
à une audience des magistrats pouffés du fait de l'accent d'un confrère qui plaidait. Donc c'est des choses qui sont pas acceptables. Il y a aussi une étude qui a été faite par le défenseur des droits il y a quelques années et qui a stigmatisé les discriminations auxquelles pouvaient être exposées les personnes, enfin les avocats en fait, y compris à l'intérieur de la profession. J'ai eu l'occasion de lire, je crois que c'était sur Twitter, un témoignage d'une personne qui était susceptible de faire un stage élève avocat ou un stage de ou d'être prise en collaboration dans un cabinet. Apparemment, c'était donc elle et un avocat qui s'étaient très bien entendus au téléphone et qui avait accepté donc d'organiser un entretien pour formaliser le contrat. Et le jour de l'entretien, elle s'est présentée au cabinet et elle a attendu pendant un temps infini à l'accueil. Finalement, l'avocat s'est rendu compte que c'était une personne noire et il a complètement changé de visage en fait. Et du coup, elle a pas été recrutée. Donc c'est des choses comme ça qui existent, dont j'ai le sentiment qu'on parle peu. On en parle peu aussi, je pense, parce que on est peu nombreux, je pense, à être racisés et à être avocat. Et je me dis que ça peut être pas mal de s'organiser et de défendre nos intérêts. Ouais, j'ai eu une discussion avec Sonia Cissé, qui est off-counsel chez Linklaters sur le sujet, qui est noire. Et elle a parlé de quand elle a commencé à porter l'afro, arrêter de se lisser les cheveux et tout. J'ai reçu plein de messages suite à ça de personnes à qui ça a fait du bien en fait d'entendre parler de ça dans un podcast sur la profession, mais c'est sûr que c'est un sujet. Donc premier projet, Ouais, gros projet. Premier projet. Après les autres projets, j'essaye de convaincre des copains, des copines de s'associer après sous différentes modalités pour pouvoir, parce que il se trouve que moi je fais essentiellement du prud'homme et du pénal, mais je touche à rien d'autre. Et à chaque fois qu'il y a d'autres choses qui intéressent les gens, enfin la plupart du temps, je suis obligé de les rediriger vers les copains, les copines, etc., etc. Et je me dis, c'est dommage parce que ces personnes-là, on pourrait leur proposer des services qui sont un peu plus complets. Donc là, on est plus dans le professionnel, dans le business, etc. Mais vous vouliez être entrepreneur. Ouais, voilà. Donc du coup, voilà, c'est un projet. J'aimerais bien d'ici 2022 envisager une association avec une ou plusieurs personnes. Et pour un troisième grand projet, on va dire, je n'écarte pas tant l'idée de passer l'IFRAC. L'IFRAC, c'est quoi déjà ? C'est l'examen d'entrée, c'est l'examen d'accès à la profession d'avocat au Conseil de l'État et au Conseil d'État et à la Cour de cassation. Pourquoi ? Il se trouve qu'il y a quelques mois, voire un peu plus d'un an, j'avais regardé qui étaient les avocats à la Cour de cassation. Et sauf erreur de ma part, il n'y a pas une seule personne noire parmi elles. Elles sont 200, ou ils sont 200. Je trouve ça dommage. J'aurais bien voulu qu'il y en ait au moins un. Surtout que j'ai pu lire des décisions complètement absconses sur l'hypothèse d'un racisme anti-blanc devant les juridictions pénales. C'est quand même des choses qui méritent réflexion. Et d'ailleurs, ça me permet quasiment de rebondir sur le procès qui vient d'avoir en appel un artiste rappeur. Comment il s'appelle déjà ? J'ai complètement oublié son nom, il faudrait que je me souvienne de son nom. Il se trouve qu'il avait écrit un clip qui s'appelle Pendez les Blancs. Et donc il avait été condamné en première instance à 5 000 euros d'amende et là le procureur a requis 10 000 en appel. Il se trouve que dans son clip, il était extrêmement violent à l'égard des Blancs, il est traité comme des esclaves en fait, mais avec systématiquement des références avec la culture populaire ou avec l'histoire, c'est-à-dire avec des références par exemple à American History X ou des références à l'histoire de France en fait, parce que la France a été un pays colonisateur et esclavagiste et que les villes de Bordeaux et de Nantes ne sont riches que grâce à ça. Il a voulu en fait inverser la situation pour montrer en fait aux gens la gravité de ce que c'était et les conséquences actuelles de ce pan de l'histoire qui est l'histoire de France. Et il en a fait un clip, il en a fait une musique qui est en fait lyricalement est quand même excellente.
Et du coup, il a été poursuivi pour ça par la LICRA, par la Griffe, par des associations qui sont, qui sont assez, comment dirais-je, irréfléchies sur ce type de problématique. Et du coup, ça donne envie d'être avocat au conseil à la Cour de cassation. Bah ouais, parce que je me dis que ça vaudrait peut-être le coup que les magistrats à la Cour de cassation puissent entendre des discours qui potentiellement ne pourraient pas être tenus par des personnes qui exercent actuellement, compte tenu de l'expérience de discrimination qu'ils sont susceptibles de ne pas avoir. Alors je me doute qu'il y en a qui ont déjà réfléchi à cette question-là et qui voilà, sont aguerris et qui peuvent développer des raisonnements, des discours, des réflexions, des arguments sur un certain nombre de choses qui sont liées à ce domaine-là. Mais pourquoi pas un de plus et pourquoi pas une personne qui en a fait l'expérience? Voilà. Quelle est votre dernière joie? Ma dernière joie? Je sais pas, dans le domaine privé ou professionnel? La dernière joie. La dernière joie? Non, je sais pas, j'ai rien vécu de particulièrement saisissant ces derniers temps, hein. Franchement, c'était plus de la fatigue et des nerfs qu'autre chose, hein. Qu'est-ce que je pourrais dire? La dernière joie, non. Non, je suis heureux, mais pas au point d'avoir une dernière joie. T'as eu une joie récemment? Disons que dans le domaine privé, je suis très ravi que ma meilleure amie ait pu m'informer que l'une de mes meilleures amies ait pu m'informer qu'elle était enceinte et qu'elle va avoir un bébé. J'espère que ça va très bien se passer et qu'elle va pouvoir faire un beau bébé. Je suis vraiment ravi de ça parce que elle aussi, elle est une étape de sa vie où entre guillemets, elle devient adulte, hein, c'est-à-dire qu'elle va avoir sa petite famille, son copain, sa maison, sa voiture, etc. Tu vois, tout va un peu se mettre en place, quoi. Donc, je trouve ça canon. Et voilà, je pense que c'est un peu ça ma dernière joie. S'il en faut une, ce sera celle-là, voilà. Et qu'est-ce que vous portez sous votre robe? Je suis à poil, hein. Non, je déconne. Alors pas de jogging, j'ai compris. Ça c'est bon, c'est interdit, on n'a pas le droit. Vous avez plaidé jogging une fois? Ça m'est arrivé une fois, mais uniquement parce qu'on était dans une situation d'urgence et de toute façon personne ne l'a vu puisque c'était sous la robe. On m'a appelé à 16h pour une audience qui avait déjà commencé. Je suis arrivé 10 minutes après. J'avais pas prévu d'aller au palais aujourd'hui. Alors j'étais très confortablement installé dans mon bureau avec mon jogging. Voilà. Ceci étant dit, la plupart du temps, je fais quand même une petite encartade à l'usage. C'est-à-dire que normalement, il faut être en pantalon, etc., etc. Je mets des shorts. Voilà. Je suis désolé, on est à Montpellier, il fait 30 degrés. Je mets des shorts, des t-shirts. Je trouve que ça vaut mieux et que ça a plus de style que les gens qui sont habillés en pingouin et qui suent et que ça se voit et qui sont pas forcément plus de style que moi parce qu'ils sont plus habillés que moi, quoi. J'ai des copains en plus qui font ça, ils vont me chier dessus à la fin quand ils vont entendre ça. Mais j'ai plus de style que vous, les gars. Laissez-moi tranquille. Merci beaucoup, Teddy, pour cet échange. Merci d'être venu me voir et c'était très agréable. Merci beaucoup. Je suis ravie.